Salut, c'est Marc-Claude en studio. Je suis en compagnie d'Aurélien, des Pains d'Aurélien. Tu fais partie des personnes de qui je dis pas le nom de famille. J'ai dit la même chose à Catherine. J'étais là, c'est Catherine du Centre communautaire. Tu es l'unique Aurélien du village, quoi. Les gens te connaissent et j'avais envie que d'autres personnes te connaissent parce que tu as eu un grand impact sur ma vie puis celle de ma famille de manière très simple et inattendue. Quand on a déménagé ici à la campagne, je connaissais une personne, Elisabeth, qui est ma voisine. Puis on se rencontrait chaque semaine pour faire un projet au Mandragore. Puis ça l'a donné qu'une fois, on avait une rencontre qui s'est prolongée. Puis on est tombé dans les vendredis pizza. C'est ça. Puis là, j'ai fait, il y a quelque chose qui se passe. Et c'était tout simplement ça, la soirée pizza de Waterville où tu offrais de la pizza faite pétrie à la main, ingrédients locaux. Fait que tout sur papier semblait succulent, mais en plus, l'ambiance était exceptionnelle. Tu sais, les soirées pizza sont bondées, il y a de la vie, il y a de la musique live. Puis j'ai senti que c'était incomparable à ce que j'avais vécu avant. J'ai déjà été dans les places remplies à Montréal, mais le fait que là, les gens se connaissent, puis se parlent, puis qu'il y a des enfants qui courent partout, je me suis dit, non, on dirait pas un restaurant, on dirait comme une grande famille. Puis après, de là, moi, puis Finn, cet hiver-là, on est allé chaque vendredi. Marc Aurèle allait juste à côté du piano pour écouter la musique. Puis de fil en aiguille, on a rencontré plein de gens, tout simplement comme ça. Puis ça a fait partie, tellement tout le monde dans notre famille sait qu'on aime les vendredis pizza ici, puis on aime inviter des gens à venir. Fait quand on a décidé de faire la série de 8 clans, puis que je voulais des gens directement de ma communauté, puis pas juste des chercheurs qui habitent ailleurs dans le monde. Évidemment, tu étais sur ma liste. Puis j'étais tout simplement curieuse de savoir, tu sais, parce que ça prend de l'énergie de porter un lieu comme ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené à t'engager pour ça? Puis aussi la dimension que tu as quitté un métier universitaire pour aller vers un métier manuel. Puis tu valorises beaucoup le travail d'artisan, fait qu'il y avait comme plein de thèmes qui m'intéressaient autour de ça. Fait que je commencerai tout simplement avec la question, en fait. J'étais juste curieuse de savoir comment toi, tu as abouti à Waterville. Oui, donc j'ai abouti à Waterville, c'était il y a 3 ans ou 4 ans maintenant. C'était assez simple. Écoute, on cherchait dans le temps, là, tu l'as nommé, j'étais en reconversion professionnelle, puis il y avait juste un momentum à saisir pour devenir propriétaire. C'était comme dans cette étape-là de reconversion, l'accès à la propriété, c'était comme un jalon important pour une certaine forme de stabilité ou de patrimoine. C'est vraiment une gestion. Et donc, on cherchait à acheter une maison. Donc, on a vraiment fouillé à plein d'endroits. On a été jusqu'à Saint-Isidore de Clifton, où il y a une coop, les jardins de Victoria. On cherchait à être proche de la nature, mais en même temps... Donc, ça nous a emmené à explorer qu'est-ce que c'était nos besoins, nos désirs. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on voulait rester proche d'une communauté active, de jeunes familles, d'un village, quoi. Pour tout ce que ça permet de vivre et toute l'entraide, on va sûrement explorer ça. Et puis à ce moment-là, on avait une amie là, qui cherchait à... non, elle cherchait même pas à vendre sa maison. On lui a juste écrit. Puis elle était comme, oui, bien sûr, pour vous, c'est sûr, je la vends. Donc c'était Caria, là. J'imagine qu'elle considérait quitter, là. Elle louait la maison depuis un bout. Elle avait pensé à la vendre, là, elle pensait plus à la vendre. Mais là, Claude-André lui a écrit, puis ça s'est vraiment tissé de bouche à oreille, puis de liens, en fait. Caria, on l'avait rencontrée parce qu'elle est sur la scène artistique sherbrookoise aussi. Puis on l'avait rencontrée à Rurard, à la ferme La Généreuse, où on restait déjà. La ferme La Généreuse, où il y a aussi déjà un esprit de communauté, avec les résidences en milieu artistique, en milieu rural, portées par Amélie. Et puis d'autres mondes maintenant. Mais donc ça s'est fait comme ça. On a eu cette maison-là. Claude a eu un coup de cœur. On a déménagé ici. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais en train de commencer à faire du pain, nourri par plein de choses qu'on pourra réaborder. Et quand je suis arrivé là, j'ai juste poursuivi dans la cuisine en arrière du Mandragore dans un premier temps. Ça, c'était comme assez drôle. On a emménagé dans le village. On est arrivé le 5 juillet dans le Mandragore pour prendre un cadeau d'anniversaire pour ma fille. Puis là, j'ai vu l'espace cuisine en arrière. Dans ce temps-là, il n'y avait rien au Mandragore. Là, c'était juste une librairie avec des tables puis plein d'objets partout. Là, il n'y avait aucun volet alimentaire, rien du tout.
moi, j'ai vu l'espace cuisine en arrière, puis j'en ai parlé à Jacques. J'ai dit comme, il y a cet espace-là. Là, moi, je vais à Saint-Isidore de Clifton, au centre communautaire, tu sais, pour faire mon pain là-bas. C'était dans une volonté de me rapprocher de la coop, les jardins de Victoria. Bref, il y a tellement de volets là. Puis là, j'ai comme juste, je lui ai demandé si je pouvais y avoir accès. Donc j'ai rentré 3 cuisinières de maison, tu sais, comme pour, puis en avant. Puis ça a démarré comme ça. Vraiment dans une démarche pas à pas. Ouais. Mais c'est ça donc qui a amené à Waterville, en même temps que les pains d'Aurélien émergeaient. Puis après ça, de fil en aiguille, comment ça s'est passé? Il y a quand même eu une belle réponse assez... Tu sais, je livrais au marché je livrais à Sherbrooke, à différents endroits, les pains que je faisais sur commande. Dans ce temps-là, je travaillais encore à l'université à temps partiel. C'était vraiment pas... C'était un bourgeon, quoi. C'était tout petit. Et puis, très rapidement, en fait, dès la genèse de ce projet-là, je portais l'idée d'un lieu rassembleur, orienté autour d'une certaine vision globale de la santé, de santé holistique, donc lien à soi-même, au prendre soin de soi-même en tant qu'individu, en connexion avec son environnement, son terroir. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Ça crée un sentiment d'appartenance, ça crée des histoires, ça crée une reliance qui fait qu'on est ici, puis on a le goût de rester ici. On n'est pas ailleurs. Tu sais, il y a quelque chose de très beau dans le fait de connaître les vallées, les ruisseaux, les producteurs, les enjeux aussi, parce que cette conscience-là permet de s'approprier les enjeux, de s'y relier, puis bref, de participer à un territoire qui est habité, et donc habité par une communauté. Donc dès le début, il y avait cette volonté-là de rassemblement autour d'un produit alimentaire de base. Puis c'est ça. Donc assez vite, j'ai rentré des tables à café, puis la machine à café, puis après ça, les vendredis pizza, comment c'est arrivé? Je me rappelle même plus. Un moment donné, je me suis juste mis à faire de la pizza les vendredis en me disant que ça serait cool. Puis là, ça s'est tout passé. Puis à chaque étape, c'est comme si j'étais surpris de qu'est-ce qui en émerge comme atmosphère, comme réponse, comme... Puis, tu sais, dans le fond, j'ai fait ça parce que je m'amusais, là. Tu sais, je voulais faire du bien, puis porter quelque chose, mais pas de... Ouais, je sais pas trop. Donc ça s'est passé vraiment de façon très organique. En fait, en entrepreneuriat, on appelle ça de l'effectuation. Mode d'entrepreneurial effectual, qui est comme un pas à pas en fonction de qu'est-ce que c'est qui est vivant, qui est là, en portant une direction, mais en regardant c'est où qu'on peut poser le pied pour avancer. Ça résonne. J'ai fait une maîtrise à HEC, puis j'étais au département d'entrepreneuriat, puis on enseignait les modèles d'entrepreneuriat, fait que je connais exactement ce dont tu parles. Puis moi, je fonctionne différemment. Je fonctionne beaucoup par vision. J'ai une vision, puis après, je l'exécute. OK. Mais je gagne à m'entourer de personnes plus intuitives parce que sinon, je vis beaucoup dans le gap entre le moment présent puis ce que je pense qui m'attend. Puis, fait que Vincent, qui est avec moi, est dans le moment présent. Il est pas dans le passé, il est pas dans le futur, il planifie pas. Puis ça fait comme un bon combo. Fait que je trouve ça beau d'entendre que dans ton élan entrepreneurial, t'avais pas nécessairement une vision de dire c'est ça qu'il faut que j'atteigne, mais t'avais clairement une intention. C'était clair, puis c'est ça qui s'est concrétisé, c'est ça qui s'est manifesté parce que tu avais envie d'un lieu où il y avait des humains. Puis pas juste de dire, moi, je fais de la production de pain, parce que tu aurais pu, si c'était ça l'intention, tu aurais fait des choix différents, puis le lieu n'aurait pas nécessairement été ouvert à accueillir des gens. En parlant du milieu universitaire, c'était quoi ta vie d'avant? Puis qu'est-ce qui t'a fait choisir la profession de boulanger? Ouais. Là, c'est drôle. À chaque fois, je dis, je suis pas boulanger, je fais du pain. Mais ma vie d'avant, j'ai fait une étude j'ai des études d'ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur en France. Puis j'ai fait un doctorat. Et après ça, je suis arrivé au Québec en post-doctorat. Donc, c'était l'idée d'aller chercher une expérience internationale pour retourner en France et devenir ce qu'on appelle maître de conférence, donc professeur des universités. Ça s'est pas passé comme ça.
Putain, je sais pas par où passer parce que là, c'est pareil, il y en a beaucoup à raconter. Mais on va juste dire que ma vie d'avant, je vais rester focusé sur ta question. Ma vie d'avant, c'était quand je constate, là, qu'est-ce que c'est les grosses différences, puis qu'est-ce que c'est qui prend soin, puis qui me fait du bien aujourd'hui. C'est que ma vie d'avant, c'était beaucoup de travail intellectuel, beaucoup à l'ordinateur, ou alors, sur les dernières années, j'ai essayé je faisais du travail plus expérimental, donc on faisait de l'installation de capteurs, ainsi de suite, de la micro-soudure, sur des enjeux qui me paraissaient quand même vraiment éloignés de mon quotidien. Pas qu'ils soient pas importants. Tu sais, c'était, sur la fin, c'était beaucoup d'enjeux de bruit, de nuisances sonores. Mais ça me paraissait quand même assez éloigné de mon quotidien, puis des problématiques plus concrètes et enracinées, en fait. Donc, je pense qu'il y avait un grand besoin de... versus ce que je vis aujourd'hui, je vis au contact des producteurs, au contact des personnes que je côtoie. Dans un village, je vis dans une toute petite périphérie, tu sais, je côtoie les gens, c'est beaucoup plus organique, c'est moins structuré, c'est pas un... Puis tu sais, avant, je travaillais des fois jusqu'à 11h le soir pour faire tel papier, pour aller participer à telle conférence. Là, j'habite beaucoup plus à la fois mon corps, surtout mon corps. Là, je veux dire, souvent, là, je me vois faire du pain, puis je me demande, là, en fait, je fais ça pour bouger. Pour bouger dans une vision qui est utile. Tu sais. J'ai été prof de yoga, puis il y avait cette notion de... Pas que c'est pas utile là, d'être prof de yoga, c'est vraiment, vraiment utile de faire du yoga. J'aurais pas pu faire ce que je fais, ou je pourrais pas le faire si j'avais pas cette pratique-là et puis cette discipline. Mais il y a une vision, il y a quelque chose de productif, de nourricier, qui moi, me rejoint beaucoup. Là. Toucher à un enjeu vraiment fondateur de notre incarnation, de comment il faut qu'on vive, quoi. Il faut qu'on mange, il faut qu'on se bâtisse des maisons ou des habitations. Fait que c'est très, très concret. Ça fait tellement... Ça, c'est du sens. C'est déjà ça avec du sens. C'est du sens. Puis il n'y a pas de questions à se poser, tu sais. Ouais. Puis en plus, bon, ben, la façon dont je fais le pain, en fait, la façon dont ça a émergé au tout début, je saurais pas te dire, c'est pas arrivé comme une mission de vie, ça l'est devenu petit à petit, mais la façon dont ça s'est passé, c'est juste un ami qui m'a passé du levain. Puis à ce temps-là, on restait sur la ferme La Généreuse. J'étais déjà en train de renouer avec une certaine forme de ruralité parce qu'on habitait dans un petit chalet sur une ferme avec des poules, la grange, la forêt, l'étang, l'eau du puits. Tu sais, on était déjà dans un contexte rural. Et puis, on faisait du yoga à la ferme avec des brunchs partagés. Donc, on était dans cette sphère-là, mais j'avais pas ce lien-là à l'agriculture, mettons. Puis... Et ça me travaillait. Il y a quelque chose qui voulait se connecter comme à la paysannerie. C'est un milieu au contact duquel je me suis toujours senti bien. Et, j'avais 20 ans, j'allais sur le marché public, je discutais avec un vieux monsieur qui vendait des patates et des fleurs, tu sais, au marché au Hall La Pau. Puis j'adorais ça. Puis là, il me racontait. Puis il y avait comme une sagesse, une connexion dans ce lien-là, année après année, avec le territoire. Puis dans la paysannerie, il y a des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues, tu sais. Dans le sens où c'est pas un jeu vidéo que tu peux recommencer jusqu'à passer le niveau 2 puis c'est clic et le rythme d'apprentissage peut être extrêmement rapide parce que le retour est très rapide. Dans la paysannerie, ils aiment pas trop qu'on dise paysans, on va dire les agriculteurs. C'est un travail de longue haleine, les échelles de temps, c'est 5-7 ans pour travailler un sol qui est vivant, un sol qui est fertile, puis là encore ça change, puis fait que c'est un travail de longue haleine, fait que c'est des gens qui sont très enracinés, en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que, il y a plein d'histoires qui habitent ça. Même s'ils restent au même endroit, c'est pas d'histoires de voyage, de découverte de pays, mais il y a plein d'histoires d'où vient ce mur de roche qui est construit sur le bord du champ parce que, là, je me rate. Tu sais, j'en vois un peu de poésie là-dedans, là, mais ça reste ça pareil. Et donc, c'est un ami qui m'a passé du levain. Il m'a dit, tu peux faire du pain avec. Puis comme je suis curieux, puis j'étais quand même, il y a un petit truc vivant, là, mais j'ai commencé à faire du pain. Et en fait, tout a découlé de juste la constatation que j'étais curieux, que ça me faisait du bien. Puis j'étais dans une démarche d'auto-apprentissage. Puis je suis tombé dedans, aller apprendre tout ce que je pouvais apprendre.
Et puis c'est ça a juste démarré comme ça parce que ça me fait du bien. Puis ça, je pense que c'est vraiment tu sais, quand je regarde autour des personnes qui cherchent, en fait, qui cherchent par où passer, puis qui cherchent comment designer leur vie ou vivre leur vie, il y a vraiment quelque chose, même si c'est au service de la communauté, quand bien même ça apporte quelque chose dans le monde, la fondation, c'est d'abord, faut que ça prenne soin de soi. Faut que ça fasse du bien, faut que ça soit connecté à une source d'énergie qui, c'est beaucoup plus durable dans le temps ou quelque chose comme ça quand ça fait du bien, parce que c'est comme connecté à une source d'énergie qui dépend pas de nous, qui dépend pas de l'effort, qui dépend pas de la discipline, il y a des moments où il en faut. Mais si c'est que ça, ou si ça part d'une ambition, juste d'une ambition. Exemple, quand je cherchais à me reconvertir, ça c'était dans le temps, il y a 2 films qui m'ont, surtout un, on va dire, mais peut-être 2, dans la période du film Demain. Le film Demain, le film. Est-ce que tu connais le film de... Ok. C'est un film de... Comment il s'appelle? Cyril? Non. Mais ils font le tour du monde des alternatives et puis des gens qui font des projets, c'est ça, porteurs de sens, et ainsi de suite. Donc il y a ce film-là qui est un répertoire de tout ce qui peut se passer au niveau du monde, là. Dans les préservations de semences paysannes, dans l'agriculture urbaine, dans plein de choses. Mais il y a surtout le film En quête de sens. Lui, il m'a vraiment rentré dedans. Puis c'est un film autoproduit qui parle d'une personne qui est trader. Puis écoute, il est chez Nestlé à New York, il vit une grande vie. Puis je pense qu'il joue du basket. Un jour, il se casse une jambe. Il revoit un ancien ami qui est militaire à Greenpeace qui lui fait écouter Puis là, il écoute des films environnementaux qui parlent de préservation de semences anciennes, de tous les enjeux environnementaux. Puis là, ça lui rentre dedans dans cette période-là. Il traverse une crise existentielle, puis il part autour du monde, rencontrer des chamans au Mexique, rencontrer Satish Kumar, puis Vandana Shiva, dans une quête de sens. Et... Attends, là, je me suis... Ouais, donc ce film-là m'a marqué. Puis donc, comme moi... Donc, je portais déjà ça, mettons, qu'est-ce que je peux faire qui ferait du sens? Et il y a eu une période où je cherchais à me reconvertir, ou en tout cas, je cherchais par où ça passait, mais en partant de mes compétences. Donc, je partais de mes compétences, donc ça a donné... Et puis, dans ce temps-là, je faisais aussi une formation d'hypnose, donc on faisait beaucoup de visualisation, Oui, ça, c'est encore un autre chunk qui peut s'ouvrir, on va arrêter. Je vois les Anglais, même moi, je suis comme ça. Ah oui, c'est comme... Ok, non, peut-être là. Mais juste pour nommer, parce que c'est drôle, à ce moment-là, l'idée qui m'était venue, c'était comme... Ah, mais je sais, je vais faire un drone pour faire des selfies. Puis là, j'essaie... Parce que ça partait de mes compétences. Je sais coder, je sais assembler des trucs, je suis ingénieur, c'est dans le milieu universitaire, entrepreneurial. Donc, en ce temps-là, ce que je cherchais, c'était un appel à davantage de liberté. Sortir de la prescription de tâches dans un cadre salarié pour pouvoir finalement exprimer, ou en tout cas avec un sentiment que dans cette liberté-là, je pourrais davantage habiter qu'est-ce que c'est qui est important pour moi. Sauf que je le faisais à partir de mes compétences. Donc j'arrivais finalement à ce projet-là dans lequel j'ai investi quand même du temps, puis j'essayais de rassembler du monde là, pour venir avec moi, là, comme hey, ouais, vas-y, Vianney, on va faire ça, là, c'est super cool, puis c'est sûr qu'il y a un créneau, il y a un besoin, je le sens. De fait, le truc a existé une année plus tard, mais c'est pas moi qui l'ai fait, là, tu sais. L'idée était dans les airs. Mais tabarouette, c'était plate. Je veux dire, je faisais ça, puis c'était du travail, c'était du labeur, c'était... Et à un moment donné, moi, je me racontais, ben oui, ça va être super pour les familles, tu sais, ils ont jamais de photos d'eux ensemble, tu sais. J'essayais de me raconter toute une histoire pour me motiver moi-même, mais mon histoire, j'y croyais pas moi-même, là. Puis un jour, ça a popé, là, j'ai fait une visualisation de mon client type, puis là, je voyais un adolescent qui joue juste à jeter sa bébelle pour prendre des photos de n'importe quoi. Puis là, j'ai bien réalisé que, bon, ok, c'est pas tout à fait... Mais dans ce temps-là, j'étais peut-être moins à l'écoute de ce qui se vivait à l'intérieur. Alors que le pain, c'est pas ça. Le pain, je veux dire, écoute, je serais triste de pas avoir de commande parce que j'ai le goût d'aller en faire. T'en ferais même si t'as pas de commande. Ouais, j'en ferais même si j'ai pas de commande. Ouais. J'ai le goût d'aller en faire parce que ça me fait du bien. Écoute, c'est niaiseux, je l'explique pas. Je suis comme, ça me fait du bien, tu sais. Tu fais le choix de ne pas utiliser de machine pour pétrir. Tu le fais à la main. Ouais. Ce qui est quand même particulier. Oui. Oui, je connais, à part des amateurs ou bien les paysans boulangers en France qui gardent des anciennes techniques.
Ouais, moi, c'est un choix. Là, à nouveau, c'est un choix qui est vraiment parce que ça me fait du bien. Ça a plein d'avantages. Après, tu sais, ça a des avantages au niveau aromatique, au niveau de l'oxydation de la pâte, de la ténacité du réseau de gluten qui reste plus digeste. Il y a plein d'avantages. Mais j'ai quand même essayé à un moment donné de rentrer un pétrin. Je l'ai gardé 3 jours, je l'ai revendu parce que finalement, ça venait tout de gâcher mon expérience. Donc là, ouais. C'est avant. Je veux dire, dans les critères, là, oui, la qualité gustative du pain, puis. Mais le critère numéro 1, c'est parce que je travaille comme ça, parce que c'est comme ça que j'aime travailler. Puis ce que je constate, encore plus en ce moment, c'est comment il y a beaucoup de liens, là, ok, on y va. Il y a beaucoup de liens qui se passent quand on fait ce qui est bon pour soi. Là, dernièrement, tu l'as dit, là, j'ai comme une belle épreuve de vie à traverser. Puis dans ce retour à soi, puis faire ce qui est bon pour soi, le Aurélien d'avant, il aurait dit, ouais, c'est vraiment individualiste cette affaire-là. Non, il faut faire les choses pour les autres, il faut se relier dans le prendre soin et tout ça. Puis c'est toujours vrai, j'y pense, je le vois toujours. Et puis là, dans les derniers mois, là, je suis invité à réellement un profond retour à moi. Tu sais, genre vraiment, ok, je vais prendre soin de moi, j'ai besoin de prendre soin de moi, de connecter à mes besoins, mes désirs, et finalement de penser à moi beaucoup en tant qu'individu, et puis moins à qu'est-ce qui prend soin des autres dans la communauté, tout ça. Et il y avait vraiment une part de moi qui avait peur dans ce retour-là, de tomber dans un individualisme. Je me disais, mais ça va créer un monde horrible, quoi. Si chacun pense juste à soi, où c'est qu'il se crée le bien commun? Et là, actuellement, je suis dans dans une constatation vraiment belle de comment finalement, en passant par soi, ce qui prend soin de soi, puis ce qui répond aux besoins, puis ce qui permet d'être sur son axe, je touche à des liens encore plus profonds, encore plus vivants. Et finalement, c'est quasiment beaucoup plus facile parce que j'ai rien à faire d'autre que de veiller sur moi et de constater à quel point, waouh! Donc puis tu sais, je continue en prenant soin de moi puis de mes besoins, mais j'ai envie d'être à l'écoute des personnes, j'ai envie de prendre soin de l'environnement, j'ai envie de connecter. Fait que finalement, je fais tout ce que je faisais avant, la même chose, mais c'est comme si à la place de le faire pour mettons, nourrir le bien commun, ben, je me nourris moi, puis ça nourrit le bien commun pareil, sauf que c'est plus une posture, c'est comme, ça part plus tout à fait de la même place. Puis c'est plus profond. Je sais pas comment, bref, je découvre ça en ce moment, fait que c'est encore partiel, là. Mais c'est beau parce que t'avais comme, je sentais que t'étais quelqu'un d'assez intuitif puis intègre, tu sais, mais je réalise aussi qu'il y a beaucoup d'introspection puis de travail en conscience. Oui. Que c'est pas juste je me lance là-dedans puis sans réfléchir, c'est que je réalise que t'es dans l'action, tu sais, tu fais le pain avec tes mains, t'es dans le moment, mais aussi t'as du travail délibéré j'ai l'impression de te poser puis de revenir puis de dire est-ce que je suis alignée là. Ah oui, tout le temps. Est-ce qu'une partie de la peur de revenir vers l'intérieur, c'était aussi peut-être de réaliser qu'il y a des choses qui allaient plus être alignées? Ou, tu sais, y avait-tu aussi la crainte de ce que tu allais voir? Si tu ouais, il y avait... C'était pas de la crainte, là, dans ce retour. C'était plus... tu sais, c'est un événement de vie vraiment marquant qui m'a comme amené, de toute façon, à devoir... il y avait comme un choix à faire, en tout cas... Soit la violence d'une espèce d'engagement délibéré, puis une espèce d'abandon ou d'oubli ça peut être dans le travail, on va dire, désincarné, là, tu sais, non habité, là, comme, OK, just keep going, puis... Mais là, moi, j'ai embrassé qu'est-ce que c'est qui se vivait à l'intérieur pour traverser ça, puis ça m'a amené à fonctionner vraiment pendant 1 mois et demi en page blanche, là. C'est-à-dire, je vivais ça comme en redécouvrant mon monde puis ce que je faisais, écoute, c'était une question de survie, là. Il y avait comme une attention à, OK, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du bien? Ça, oui, ça, OK, et puis à redécouvrir tout, finalement. Puis je suis vraiment chanceux parce que finalement, je redécouvre tout, puis ça m'amène au point de dire, tout est parfait. Tu sais, j'ai pas grand chose à changer.
Et ça, c'est probablement le fruit de cette écoute-là dont tu parles. Parce que oui, c'est vrai que les gens me voient... Dernièrement, j'ai plusieurs personnes qui me disent « Ah, t'es vraiment dans l'action ou dans l'incarnation. » Mais moi, je trouve que mes élans, mon passage à l'action est très lent. Je porte longtemps un élan ou un désir avant de le passer à l'action. Ça fait plein de cycles à l'intérieur de moi jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sente que, OK, là, c'est vraiment l'alignement. Puis souvent, cet alignement-là, je le sens aussi quand il y a comme une opportunité ou quelque chose qui résonne, que je sens que, ah, OK, ça veut traverser. Dans le sens, ça veut se passer. Et puis moi, je consens, puis je le veux aussi. Mais ça part pas de moi comme tu sais, comme... Là, je disais le fournil, depuis qu'on a déménagé cet été, là, on en parlait avec Lucie. Pour l'instant, il est dans un état très, on va dire, temporaire, parce qu'il y a beaucoup de vide. Sur les plages horaires, il y a beaucoup de vide même dans l'aménagement de l'espace, il y a beaucoup de vide partout. Lucie a une grande hâte que ça se remplisse, tu sais, qu'est-ce que ça va devenir, tu sais, comme un peu les cadeaux de Noël, là, qu'est-ce que ça va être. Puis moi, je vois que ma posture, c'est comme, attends, c'est pas le temps. On garde le vide. Être un gardien du vide, c'est un peu comme une approche permaculturelle, de dire, je veux pas de tracteur rentre ici avec une intention trop forte, qui fasse des labours, puis qui plante de quoi, parce que là, on est pogné année après année pour juste, OK, on a un super champ de patates, puis c'est juste un champ de patates. Moi, je veux voir c'est quoi qui va émerger comme graines naturelles, puis il y en a qui vont émerger, puis qui vont mourir, d'autres qui vont émerger, puis là, ça va bâtir un écosystème autonome, dont je ne suis que le gardien des frontières, pour éviter qu'il y ait quelque chose qui rentre et qui veulent occuper tout l'espace. Tu vois? Et ça fait que les personnes qui s'investissent dedans trouvent vraiment l'espace de mettre ça comme ils veulent, de porter leurs propres désirs, leurs propres élans, et la cohabitation de ces désirs et de ces élans-là qui sont sincères et authentiques de chacun, ça crée quelque chose de magnifique. Fait qu'à nouveau, on repart sur la meilleure façon de tisser des liens, c'est quand ça part de soi. Dans cette ouverture, tantôt, tu nommais la vulnérabilité, là, parce que tu sais, tu disais que tu t'étais rendu compte, que vous étiez rendu compte avec Vincent que oui, l'environnement, oui, le mouvement, puis soi, et les liens humains. Puis ces liens-là humains, ils se créent naturellement dès qu'on prend conscience et qu'on accepte la vulnérabilité qu'on porte. Parce que quand tout va bien, on a besoin de personne. C'est tellement ça. OK? Puis tout va bien, puis on souhaite que tout aille bien tout le temps. Ça a l'air que la vie, c'est pas ça. Ah non? Non. Fait que ça parle d'un filet social, ça parle d'un tissu social d'entraide. Parce que c'est quand il y a des fragilités qu'on se rend compte qu'on a besoin, qu'en fait, de la nécessité d'être entouré. Et ça, il faut le nommer. Il n'y a pas de fierté à avoir qui cache nos fragilités, tu sais. Puis c'est parce que je pense, il y a quelque chose dans la posture de vouloir être fort qui tue notre réseau social. Ah, je suis tellement d'accord. C'est tellement dur d'expliquer, là, mais on le fait tous. Il y a une partie de nous qu'on a peur de montrer, parce qu'on a peur que si les gens la voient, ils vont plus nous aimer ou on va se faire rejeter. Puis là, on met des masques, puis on met des boucliers, puis des fois, on s'en rend même pas compte, en fait. Puis on réalise pas qu'on avance dans le monde, puis on n'est pas toutes là. Non. On n'est pas... Puis les gens peuvent pas connecter avec nous réellement parce qu'ils nous voient pas réellement pour qui on est. Exactement. Puis à partir du moment où on enlève ça de nous, on dirait que on résonne plus de la même façon, puis les gens avec qui on connecte ne sont pas les mêmes. Moi, ça, je l'ai vécu. Puis on commence à remarquer aussi des nuances émotives chez les autres, puis des patterns aussi relationnels comme « Ah, je l'avais pas vu avant », mais c'est parce que moi, je le voyais pas chez moi-même. Tu sais, j'avais pas cette conscience-là, cette sensibilité-là. Puis maintenant, je le vois. Puis on dirait que ça réoriente nos choix relationnels, ça réoriente comment on reste dans les moments difficiles aussi, tu sais. Au lieu de se replier. Ça, c'est quelque chose à travailler, là. Puis, tu sais, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais comme je réalise qu'il y a quelque chose de confortable avec l'anonymat des grandes villes. Comme tu dis, quand tout va bien, là, tu sais, j'étais dans ma vingtaine, j'étais comme, wow, moi, j'adorais Montréal, puis je l'aime encore, là, cette ville-là. Puis, tu sais, jeune étudiante, jeune professionnelle, l'indépendance, la liberté, c'était super important pour moi.
Puis c'est quand on a eu un enfant que cette notion-là de liberté, d'indépendance, j'ai réalisé que c'est une illusion, là. Comme cette idée-là qu'on est... Quand tu parles de montrer qu'on est fort, une certaine fierté, je pense que ça vient de ça, d'un modèle où on se fait inculquer qu'il faut être indépendant puis autonome dans la vie. Ouais. Puis j'en viens à constater que c'est contre nature d'éduquer les enfants en leur disant « tu dois être indépendant ». C'est contre nature. On est interdépendant. Mais on se sent trop vulnérable d'admettre qu'on a besoin des autres. Puis, tu sais, t'en reviens à qu'est-ce qui nous nourrit profondément. Pour moi, ce qui fait... Non, c'est plus intellectuel, mais ce qui fait du sens dans ma vie, c'est qu'il faut que ça contribue à quelque chose de plus grand que moi. Puis on peut y contribuer par quelque chose qui nous plaît profondément. Mais j'avais peur de m'engager dans un projet. Puis j'avais peur de m'exposer. Parce qu'au fond de moi, je me disais... Je sais pas comment dire. Je pense qu'il y avait la peur de l'échec, mais aussi la peur de... on est tous indépendants. Je suis qui, moi, pour dire... interférer avec la vie des autres, tu sais. C'était là qu'on est des petites bulles isolées, puis qu'il faut pas déranger, vivre. En tout cas, tu me fais comme... T'as dit tellement de choses qui venaient me chercher que là, moi aussi, là, je pourrais partir dans plein de directions, puis j'ai réalisé que monter un projet, c'est pas juste monter une structure, partager des idées, c'est créer du lien humain. Puis ça l'a amené tellement peur en moi que si je voulais continuer à progresser dans ma business, il fallait absolument que j'adresse des croyances profondes sur ma place dans le monde puis notre façon d'interagir avec les autres, tu sais. En tout cas, j'ai envie de te redonner la parole parce que je t'écoute vraiment attentivement depuis tantôt, mais ouais, juste écouter, ça me fait du bien. Tu sais, je le sens, tu sais, comme... Puis après des années à opérer du cerveau, puis je suis forte, puis je suis indépendante, à un moment donné, ma tank était complètement vide. J'étais plus capable de progresser. Puis j'ai fait comme quelque chose je peux plus avancer dans la vie comme ça, je veux plus continuer de cette façon-là. Puis c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que j'aie une source d'énergie différente en moi. Puis l'idée de faire des choses que j'aime, qui me font profondément plaisir ou qui me font du bien, c'est nouveau dans mon univers, parce que c'est juste trop dans le cerveau, puis de se reconnecter à ça. Puis, mais un peu comme toi, moi, puis Vince, récemment, avec Marc Aurèle, on a traversé des épreuves les plus... Avoir un enfant, c'est ça, je pense que c'est là le début de mon histoire. C'est de dire, quand tout va bien, tu sais, t'es en ville, on se sent inarrêtable, on se sent invincible, éternel. Puis là, on a un enfant, puis ça nous ramène à un rythme différent. Tu sais, l'enfant, il est sur le rythme de la nature, là. Il est sur le rythme du territoire, il n'est pas sur le rythme industriel. Puis notre univers a comme été complètement chamboulé parce qu'on n'était plus heureux. Mais au moins, quand on faisait notre introspection, on aimait profondément ce qu'on faisait avec Vivace, tu sais. Fait que ça, au moins, on voulait continuer ça. Puis le maillon qui manquait, c'était s'entourer d'autres humains. Ouais. Ouais. Et l'indépendance qu'on ressent, tu sais, parce que c'est vrai que tu parlais de l'anonymat des villes, puis, tu sais, dans la structure de notre société, bon, là, tu sais, ça amène forcément à l'argent, parce que moi, dans ma reconversion, ça a été un gros chunk, puis souvent, quand je regarde, en fait, qu'est-ce que c'est qui empêche? Plus de liens, plus d'habiter, plus de disponibilité, plus de ce réseau d'entraide, ou, comment je le vois comme un réseau d'allumeurs de lumière, tu sais, qui sont... Mais l'argent est souvent au cœur, puis là encore plus aujourd'hui, depuis la crise, avec la hausse des loyers, bon, moi ça me fâche profondément, là. Il y a quelque chose qui joue que je suis pas content de ce que ça fait, mais ça a des bons aspects, c'est qu'on est obligé de mutualiser encore plus. Je suis tellement d'accord. Fait que c'est comme un cadeau on the side. Il y a toujours un petit cadeau caché en arrière de ce qu'on voit en premier lieu. Mais l'argent, c'est ça notre indépendance. Puis c'est quoi l'argent? Mais c'est la délocalisation des conséquences de ce qu'on a besoin. On a besoin de quelque chose. Mettons, j'ai besoin de whatever, ben je vais l'acheter. Puis c'est produit en Chine, ça pollue en Chine, fait que c'est une délocalisation des conséquences néfastes. Ou bien j'ai besoin d'aide, mettons parce que je suis une jeune maman et puis j'ai besoin d'aide pour ranger ma maison qui est vraiment fucking dégueulasse, puis j'en ai vraiment honte, mettons.
Puis là, ben, au lieu d'être vulnérable face à une amie ou quelque chose, puis qu'après ça, ben, ça demande quoi? Tu sais, ça demande un retour énergétique de gratitude ou quelque chose du lien ou de la présence, de la vulnérabilité, de l'ouverture de ce qu'on est. Ben là, je vais payer quelqu'un, puis comme ça, au moins, j'ai pas à subir les conséquences de ma vulnérabilité, tu vois. Ouais. Alors, c'est pas vrai. Parce qu'on les subit. On est obligé après ça d'aller piler dans une job qu'on sait pas si on aime, tu sais. Mettons. Donc on les subit, mais indirectement. Cette réouverture de vulnérabilité-là, tu sais, moi, le Fournil, de plus en plus, je le vois comme un lieu dont la mission, c'est ça, en fait. C'est réouvrir les portes de cette vulnérabilité-là. Avec les soirées de poésie. Moi, ça a été fondateur dans mon parcours, les soirées de slam, puis les micros ouverts à Sherbrooke. Je me rappelle, au début, j'étais habité des choses, puis écoute, je les lisais devant un parterre de peut-être 30 personnes, 40 personnes. Et toutes dans mes textes de poésie de ce temps-là étaient camouflées sous des hyperboles, des métaphores et tout, parce que j'avais donc peur que ça revienne aux oreilles du professeur pour lequel je travaillais, tu vois. Et qu'il voit que j'avais comme un regard critique sur... il y avait cette audace-là de reconnaître aussi qu'est-ce que c'est qui est bon pour soi, pas bon pour soi, puis d'être dans une certaine mesure un peu anticonformiste, mais au final, je regarde aujourd'hui, il y a toutes sortes de vies. Mais cette vulnérabilité-là, elle est au cœur. Puis dans l'expérience de devenir parent, ben c'est pas ça vient tellement puiser dans toutes les ressources qu'on a que c'est pas portable tout seul. Mais parce qu'on se dit qu'on devrait être capable. Moi, c'est ça, j'ai réalisé que quand je plongeais en moi, le problème, c'était que j'avais encore la croyance que je devrais être capable de le faire tout seul. Même si je lisais des textes historiques, anthropologiques sur le fait qu'on a toujours évolué avec d'autres humains, il y a une partie de moi. Puis c'est normal, c'est 30 ans, 35 ans dans une culture individualiste qui dit que, ben c'est ça, on valorise l'indépendance, tu sais. Puis il y avait cette petite voix-là qui me disait « Ah, mais toi, tu devrais quand même être capable de tout le faire. » Puis je pense que je me prononce de plus en plus maintenant sur le fait que c'est injuste de dire que les mères se mettent trop de pression de performance, en fait, que c'est elles le problème, en fait, qu'ils sont juste trop exigeantes. Moi, je crois que ça vient plutôt d'une croyance qu'on est supposé tout faire. Fait qu'on accepte cette charge-là, on la prend. Puis encore une fois, mon réflexe, quand j'avais besoin d'aide, c'est de dire, ben, j'ai pensé, la femme de ménage. Puis c'est plus confortable parce que, genre, après, elle m'en voit pas. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose de confortable d'avoir des relations dans la transaction. Oui. Puis, encore une fois, parce que c'est ça qu'on apprend. Ben oui. On apprend à l'école, c'est comme, mets-toi en équipe avec telle personne, parce que c'est ça sur le marché du travail, tu choisis pas avec qui tu travailles. Puis, puis après, on arrive à un moment dans notre vie où on est comme, ben, j'ai envie de les choisir, les gens, dans ma vie. En fait, c'est pas vrai que c'est juste aléatoire. Tu sais, on a un pouvoir, là, puis on peut se mettre dans des situations, puis se mettre dans des réseaux où on aime profondément les gens qui nous entourent, puis on a des valeurs similaires. Puis mais encore une fois, il faut que ça parte de dire, OK, mais c'est quoi mes valeurs à moi? Tu sais, qu'est-ce que moi je valorise? Puis nous, ça a fait qu'on en est venu à quitter la ville. Ces réflexions-là fait qu'on en est venu à quitter la ville parce que c'était moins l'aspect humain à ce moment-là, c'était vraiment parce que je pense vraiment qu'il y a des super belles personnes à Montréal, puis on aurait pu créer un réseau là, mais c'était l'aspect nature initialement. Ouais. Mais on se voyait pas déménager en nature sans l'aspect communauté. Fait que quand on a, nous, entendu parler qu'à Waterville, il y avait un potentiel humain, c'était juste ça pour nous. On a fait, OK, c'était purement intuitif. C'était comme, je pense que c'est une place pour nous, il faut au moins l'essayer, tu sais. Puis ce que tu dis sur qu'on externalise les problèmes, c'est... Je pense que les gens ne réalisent pas, parce qu'on en parle souvent du point de vue environnemental, tu sais, ou de dire comme, tu sais, le chandail que tu portes est fait par des enfants en esclavage, ou ça a tel impact ailleurs dans le monde au niveau de l'environnement, mais on ne réalise pas que c'est les méga chaînes de production qui enlèvent tout le sens dans notre quotidien. Oui. Puis, parce que la chaîne de production est rendue tellement longue qu'on fait maintenant, en général, des métiers où on est juste un maillon de la chaîne, puis on n'a plus la perspective sur l'entièreté. Fait que nos gestes n'ont pas... On ne récolte pas souvent le fruit direct de notre geste. On est payé
pour être dans une petite portion du travail. Puis je pense que c'est même pas fait pour fonctionner dans des méga structures comme ça. Fait que on dirait que je peux comprendre ton envie de faire du pain. T'es comme, de A à Z, c'est moi qui l'ai fait avec mes mains. Puis je vais toujours pouvoir faire ça, tu sais. Puis qu'une façon, un de nos invités au podcast, il avait dit, tu sais, je pense que pour recréer du sens, il faut juste faut rapetisser le nombre de maillons. Oui, c'est sûr. En fait, puis même, je te dirais que dans les approches qu'on regarde... Attends. Cette segmentation des chaînes de production-là, qui enlève le sens, permet de rendre chacun dispensable. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une approche gestionnaire de production, mais c'est totalement contre-intuitif sur tout ce que l'humain est fait. On le voit dans dès qu'on est dans des processus d'apprentissage, là, c'est action, retour. Ouais. Si on enlève ça, ben, ma foi, bon, là, le retour, c'est... Ouais. J'ai déjà eu un gestionnaire, c'est avant comme la pandémie, puis que le travail à domicile soit comme ultra répandu puis valorisé, puis je lui avais dit, le bureau qui m'avait été assigné, c'est un bureau pas de fenêtre, tout petit. Mm-hmm. J'étais toute seule sur l'étage, puis j'étais comme, ça me rendait profondément malheureuse, mais je réalisais pas à ce moment-là c'était aussi un enjeu humain. Moi, je pensais que c'était un aspect, ma sensibilité au design, puis au fait qu'il n'y avait pas une bonne lumière et tout. Puis j'avais demandé à mon directeur à ce moment-là, est-ce que je peux comme travailler de la maison ou venir une journée sur deux? Puis sa réponse était, non, je veux que mes ressources soient à disposition. Ouais. Puis là, ça m'avait frappée. J'étais comme, oh my God, c'est vraiment ça, le monde de la gestion. Avant que l'entrepreneuriat pogne, c'était vraiment une mentalité de grosse entreprise. Puis tu apprends à être un des pions dans la structure, tu sais. Exact. Mais le vocabulaire même est comme ça, tu sais. Il me regarde, puis au lieu de voir une humaine, tu sais, il voit une ressource qui doit être à sa disposition. J'étais comme, ça m'a... J'ai fait, c'est fini. C'est ça, je peux pas... C'est pas un contexte de travail humain, tu sais. Mais c'est là-dessus que termine le film En quête de sens. Satish Kumar, qui est prof à... je pense que ça doit être une école de commerce en Angleterre, qui a écrit... en tout cas, ses livres sont vraiment inspirants. Je laisserai chercher ceux qui veulent. Il a un livre qui est Soul Society, qui est vraiment bon. Mais le film termine sur une espèce de queue de poisson. Là, le gars qui a fait le film se cherche, puis il sait pas quoi faire. Il est juste de retour après son voyage, il a plus une thune, puis il est comme, bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Puis là, ça termine sur Satish Kumar qui dit, ben, numéro 1, tu sors du salariat. Sors du salariat parce que le salariat, c'est tu deviens une ressource humaine. Une ressource, quoi, à disposition de quelqu'un pour nourrir sa vision, son rêve. Fait que ça travaille tout à l'extérieur de soi. Salariat dans les méga structures ou salariat, peu importe? Je pense salariat. Parce que t'as des salariés, mon cher. Non, j'ai pas de salariés. Ben okay. Là, on va... Bon. Mettons, chaque personne ceux qui utilisent le fournil comme une salle, moi, je loue la salle. Je loue la salle un montant, puis eux sont totalement autonomes de leurs activités. Ouais. Les artistes qui viennent se produire sont totalement autonomes. Les personnes à qui tu fais référence, je suis en pleine discussion avec Lila en ce moment parce que je suis comme, Lila, je te paye à l'heure, mais tu deviens ben trop efficace, là. Ça n'a aucun rapport que je te paye à l'heure. Fait que tu réfléchis à un modèle de rémunération différent. Je suis convaincu que c'est pas un bon modèle de rémunération. Le modèle à l'heure, c'est stupide. Regarde, si je suis intelligent, je vais travailler lentement. Ouais. Fait que c'est un non-sens. Ouais. C'est donc le sens que je recherche, moi, c'est plutôt des entrepreneurs associés et puis la façon dont je prescris une tâche large. Fais les pizzas. Ah, comment je m'arrange? Je suis comme, tu fais ce que tu veux, ce qui est le plus confortable pour toi. À quelle heure je viens? Ce que tu veux, ce qui est le plus confortable pour toi. Ah, je peux pas venir mardi. Aucun problème. Veux-tu venir un autre moment de la semaine ou pas venir cette semaine? Tu sais, je suis pas là à tirer sur l'affaire. Non, mais je te c'est beaucoup de liberté. Je te taquinais parce que, tu sais, dans le fond, à HEC puis dans le parcours, il y a une grande valorisation, tu sais, du leadership puis d'être entrepreneur. Puis il y a deux avenues, tu sais, il y a deux choses, c'est que là, il y a des gens pour qui être entrepreneur, ou des fois on crée aussi, tu le nommais tantôt, si on ne crée pas quelque chose qui part de nous, il y a un risque énorme de créer une machine, même si ça marche en fait. Le risque, c'est pas que ça échoue, c'est de créer une machine qui doit continuer de rouler, puis on devient le propre esclave de notre création. Ouais. Ça, c'est un des risques.
Puis la deuxième chose, c'est de dire si on veut que notre projet fonctionne, il nous faut des humains autour de nous. Puis c'est pas tout le monde qui a besoin de porter la... Parce qu'il y a énormément de risques, puis il y a une charge mentale à être entrepreneur, puis être le leader de quelque chose. Puis je crois que c'est pas tout le monde qui le veut. Je pense que les gens veulent se sentir... Je réfléchis à... Je pense que pour les gens, pour que ça fasse du sens, puis qu'ils se sentent mobilisés, il faut qu'il y ait une partie de liberté puis de possibilités d'initiative. Mais je me demande, est-ce que il y a des gens qui sont confortables comme salariés, puis c'est correct. Mais il faut que, dans le cadre de ce travail-là, ils soient épanouis, puis que le leadership soit humain puis valorisant. Mm-hmm. Mais ce que j'entends de toi, c'est que tu réfléchis même à la façon qu'on rémunère les gens influence les relations humaines, puis l'implication de cette personne-là dans... Oui, sa gratification, son auto-valorisation, son sentiment d'initiative. Mais effectivement, là, tu sais, on touche aux limites de ce que j'ai expérimenté. Là, on est juste, tu sais, on va le vivre puis on va voir. Est-ce qu'avec le modèle de fonctionnement que j'ai ou mon attitude, tu sais, tu parles de leadership, moi je suis comme... Je me vois pas capitaine de bateau avec un équipage, ok? C'est pas ça mon histoire que je me raconte. Moi, je suis garde forestier. Je garde une forêt, puis après ça, c'est comme fais ta trail, tu sais, dans la forêt. Et j'ai un objectif, c'est que la forêt devienne de plus en plus belle. Mais je vais pas te dire quoi faire. Les idées de tes personnes sont aussi bonnes que les miennes. Je veux dire, j'ai pas de... Es-tu des olives ou pas des olives? Je sais pas, t'en penses quoi, tu sais? Si moi je le fais, je vais le faire comme je pense, mais là c'est toi qui le fais, fais-le comme tu penses. Cette posture-là que j'ai, est-ce qu'elle sélectionne des personnes? Puis là, j'ai en tête les 16 personalities, tu sais, les tests de personnalité. Moi, je suis ENFP-A, donc inspirateur. À un moment donné, je suis tombé, là, c'était marrant, je faisais le test, là, il y a peut-être 2 ans, 1 an ou quelque chose, là, puis j'étais dans une attitude beaucoup plus, de fait, j'avais comme le marché public et tout ça, donc j'étais beaucoup plus tranchant dans ma prise de décision ou en leadership, puis je suis passé protagoniste, un temps. Mais ce test-là, ça fait... quel âge j'ai, non? Ça doit faire 15 ans que je le fais, tu sais. Ou, non, pas 15 ans, j'exagère. Peut-être 10 ans. Non, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Ça fait longtemps. Mais ça fait très longtemps que c'est stable, même dans des moments où j'ai l'impression que ma vie flippe au complet, je reste ENFP-A. Et là, je suis passé protagoniste, ENFT, je pense, plus rationnel. Puis ça fait vraiment du sens. À ce moment-là, j'étais plus comme en overload de charge, avec le déménagement, avec toutes sortes d'affaires. Donc, j'étais dans une posture vraiment plus, dans mon ingénieur, on va dire. C'est vraiment à gérer les affaires. Puis là, je suis revenu dans ma sensibilité. Ouais. Est-ce que avec cette façon-là de travailler puis d'être, je suis en train de sélectionner un hub de personnes qui travaillent de la même façon? Parce qu'il y en a 15 autres types de personnalités. Puis quand il y en a d'autres que je vais lire, je suis mais c'est incroyable, quoi. C'est comme un autre formatage. Fait que là-dedans, il y en a probablement, oui, qui sont super à l'aise d'être salariés. Puis pour eux, et je vais dire, j'ai même pas à juger, c'est-tu correct ou c'est pas correct, ou c'est-tu... Non, c'est comme, tout est là pour une raison, puis c'est parfait. Ouais. Mais c'est pas ça que je fais. Puis je constate que c'est pas ça que je souhaite. Puis je pense que c'est... J'allais dire c'est pas ça qui bâtit un territoire, mais j'en sais rien. Mais moi, je vois dans le geste un acte créateur. Puis je pense que tous les humains, pour s'épanouir, doivent être des créateurs. Tu sais, doivent sentir que les actions qu'ils portent, comme tu le disais tantôt, il y a un retour immédiat. Puis il y a un retour aussi, le sens au bénéfice des autres, puis de ce qui nous entoure, tu sais. Des fois, j'ai réfléchi, puis parce que je pense que l'idée de « je suis un artiste, je suis un entrepreneur, je suis un leader », je pense que c'est trop vu dans des stéréotypes, des archétypes de société, tu sais. Fait que tu me fais réaliser que je pense que même si quelqu'un aime être salarié, je pense que tout le monde aime sentir qu'ils ont un pouvoir sur leur vie, puis sur ce qui les entoure. Je pense que ce qui est pénible, au-delà du système de rémunération, c'est quand tu as l'impression que tu n'as aucune marge de manœuvre. Quand justement, tu es dans le monde matériel, que tu es vu comme une ressource dans une grosse machine, puis que tu n'as aucun, comment on appelle ça? La capacité d'agir, de prendre des décisions. Aucun levier d'action. Autodétermination. Mais c'est une super belle réflexion que tu as de par ton profil, puis ton
ton style, tu vas attirer à toi des gens qui résonnent avec ça. Mhm. Ça m'a fait penser à Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Je sais pas si tu connais son histoire. Mais pas beaucoup, mais un peu. C'est un fils de Canadien-Français qui a grandi aux États-Unis, puis c'était un maniaque de plein air. Puis il a juste commencé à faire des... Encore une fois, ça part de son besoin, puis de ce qu'il aime faire. Il aimait faire de l'escalade, puis il a fait des pitons, des ancrages d'escalade en fer forgé. C'est comme formé comme forgeron, puis il vendait ça. Puis à un moment donné, il a juste commencé à rajouter du stock, puis à un moment donné, il a commencé la compagnie de vêtements de Patagonia. Puis il racontait que lui, il aime les êtres, les esprits indépendants, justement. Puis il dit, moi, je suis pas là pour dire aux gens quoi faire, tu sais. Fait qu'il a attiré des gens. Il dit qu'il y a une équipe de consultation qui était venue pour analyser son organisation, puis il disait, tes employés, ton équipe, et comment qu'ils avaient appelé? Il avait dit, ils sont indomptables, ou que, je sais pas comment, tu sais, Ah ouais. Puis lui, c'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il valorisait, tu sais. Fait qu'il a attiré des gens à qui voulaient avoir énormément de liberté, tu sais. Puis une de ses politiques, c'était... Un de ses livres que j'ai adoré s'appelle « Let my people go surfing ». OK. Puis laisse mes gens aller surfer, tu sais. Fait que c'est le côté environnement, de je veux que la nature, les plages, qu'on puisse continuer d'aller, mais aussi comme politique d'entreprise, c'est... Il voulait une entreprise où s'il fait beau, tu prends ta planche puis tu y vas, tu sais. Ben oui. Mais ça me faisait réfléchir à toi. On va nécessairement avoir des gens autour de nous qu'il faut, en fait, qui nous ressemblent, qui soient dans cette énergie-là. Puis aussi des gens complémentaires. Tu sais, je pense que finalement, c'est ça, c'est quand on voit l'individu comme l'unité de base, ça marche pas. L'unité de base, c'est le groupe. C'est ça qui est difficile aussi à comprendre comme humain. Puis je pense qu'on se définit... Comme Vince, on a fait plein de tests de personnalité. Puis moi c'est INTJ. Je sais pas si les gens qui nous écoutent les connaissent. Puis j'ai réalisé, en fait, que je serais curieuse de savoir... Je pense qu'il y a une stabilité dans le temps, mais je pense aussi que dans des organisations sociales, selon avec qui on est, il y a des facettes de nous qui vont ressortir. Fait que c'est pas anodin qu'à un autre moment, dans un autre contexte, puis ton rôle avait changé, il y a des facettes de toi qui prennent le dessus. Oui. Puis qu'au fil du temps, on se façonne aussi. Il y a des gens qui vont embarquer dans ton équipe, qui vont prendre un rôle parce que toi, tu en incarnes un. Puis là, c'est l'espace qui reste pour eux. Puis il va y avoir une balance. Oui, vraiment. C'est un écosystème. Puis déjà, à l'intérieur de soi, on a un écosystème. Si tu parlais des archétypes, entrepreneurs, moi, on appelle ça un conseil des sages intérieurs. Puis c'est important que j'aille les consulter toutes parce que, tu sais, si à un moment donné je vis de la colère, c'est de se dire, mais attends, c'est lequel qui est en colère, là? Ah, ben c'est le nomade, voyageur, poète. Oui, ben c'est vrai que je t'ai pas donné beaucoup à manger dernièrement, là. Je vais m'occuper de toi, tu sais. Au lieu de projeter cette colère à l'extérieur, je reprends le pouvoir sur moi en allant écouter cet aspect-là de moi qui m'habite, qui a des enjeux vraiment différents du bâtisseur qui veut quelque chose de stable dans la routine pour être efficace énergétiquement, puis laisser du temps à faire la sieste au bord de la rivière, tu sais, mettons. Mais les deux, quand ils se mettent ensemble puis qu'ils discutent, là, ça donne des trucs vraiment cool. Et des compromis intérieurs. Puis cette capacité à faire des compromis puis à écouter toutes les parties de soi, après ça, elle se transmet dans le travail d'équipe parce que ben là, du coup, je vois telle personne qui prend tel rôle, qui habite tel personnage, Puis je veux dire, tu sais, on se met à deux autour d'une table, puis en fait, on est peut-être 8, parce que t'as 4 personnages qui t'habitent, puis moi j'en ai 4, puis là, ben, on a tous des enjeux, puis ça devient un esti de... Ouais, d'ailleurs, en tout cas, tantôt, juste retiens, t'as nommé transaction relationnelle. Si je pouvais pousser un coup de gueule là-dessus, un bon coup, là, ça me ferait du bien. Dans ce joyeux nouveau monde. Ouais, mais juste... Ce que par rapport à cet écosystème puis à cette balance, écoute, moi je travaille de cette façon-là. Je suis donc content que mon garagiste il travaille pas comme ça. Ou l'hôpital, tu sais, on était à l'hôpital hier pour mon fils là. C'est comme excusez-moi, fracture ouverte, mais là il fait beau, ils sont partis surfer. Ouais. Ou le code de la route. Tu sais comme mais moi, ça me tentait de rouler à gauche aujourd'hui. Tu sais. Non, ça prend tout le temps une très belle balance entre structure et chaos. Je porte les deux. Il y a des endroits dans ma vie, je suis très structuré. Il y a des endroits où je vais embrasser le chaos. Il faut être noble et vivant. Tu sais, être à l'écoute de ce qui veut bouger, pas tenir, pas s'obstiner, mais persévérer. Tu sais. Pas s'oublier, mais contribuer.
tout lâcher prise, pas tout laisser faire, mais savoir lâcher prise quand il faut. C'est tout le temps une balance très subtile entre embrasser le chaos puis déposer une structure. C'est comme un jeu d'enfant, là, comme les enfants quand ils jouent. C'est comme, OK, mais... Puis à date, ce à quoi moi je me rallie beaucoup puis que j'aime beaucoup, c'est l'approche de Maria Montessori, mais son livre initial, L'Enfant. Après ça, tout ce que c'est devenu Montessori aujourd'hui, je vais m'arrêter à dire je connais pas assez. Puis j'ai pas la curiosité d'aller découvrir davantage. Puis il y a du beau partout, mais son premier livre, il est magnifique en fait. Et ce qu'il parle, c'est là où on a de l'action, c'est son environnement. Et c'est l'environnement. Comme vous qui avez décidé de venir ici par rapport à Montréal. Ça, vous l'aviez. Ça, vous aviez cette possibilité-là. Ou, disons, relationnellement, c'est de choisir la distance que je mets avec telle ou telle personne, avec ma tribu, ce que je considère comme ma tribu parce que ça prend soin, puis ce que je ne considère pas comme ma tribu. Je ne vais pas aller essayer de changer. Ils ont peut-être un rôle à jouer que je ne connais pas. Là, j'ai un exemple là-dessus, c'est grosse bordée de neige, on est mal pris, on a besoin. Puis là, écoute, il y a un voisin qui arrive avec tu sais, ces genres de 4x4 sur roues, là, des pick-ups avec des roues qui sont plus grandes que moi, puis tout, qui roulent tout le temps là-dedans. Là. Puis t'es comme, mais man, ça doit consommer 25 litres au 100. C'est que... Puis ce jour-là, on était vraiment content qu'il soit là. Fait que tout a un rôle à jouer. Après, moi, mon rôle, c'est je suis une graine de quoi, puis c'est quoi mon terreau fertile pour que je m'épanouisse. Mais je vais pas aller expliquer aux chênes que, hey, tu devrais venir avec moi, là. Moi, je suis une nez de cèdre, et puis je suis bien ici. Toi aussi, tu peux être bien ici. C'est comme, non, laisse-le tranquille là où il est. Et cet écosystème-là, il est important à valoriser partout, quoi. À reconnaître l'importance de chacun. C'est comme moi, je me suis jamais considérée comme une activiste. Mais ça dans la version, genre, tu sais, je prends un haut-parleur puis je critique le système, mais je me vois de plus en plus comme une activiste dans l'idée qu'on passe à l'action. Mm-hmm. Je pense que ce qui nous tue, qui tue notre âme, c'est la passivité. Avec Vince, on parle beaucoup du mouvement physique, mais on a réalisé, en fait, que la valeur du mouvement, c'est spirituel. T'arrêtes pas de dire le mot incarnation, c'est un mot que j'adore. Tu sais, cette idée-là que on est des êtres incarnés. On est supposé être en interaction avec ce qui nous entoure. On n'est pas supposé être dans des bulles sensorielles, déconnectées de la nature puis des autres. Puis ce que le mouvement amène, le mouvement, c'est notre interaction avec le monde extérieur. Puis passer à l'action, c'est ça la portion activiste, c'est que tu peux façonner un monde qui est différent. Puis t'as pas besoin nécessairement d'aller dire aux autres quoi faire, mais tu peux, par agir, inspirer d'autres personnes qui sont contentes de le voir, puis qui disent « ça me parle ». Puis cette personne-là, en elle a une flamme qui s'allume, qui dit « ben moi, j'ai ça en moi ». Puis parce que tu vois quelqu'un agir puis qui aime sa vie, ça inspire l'autre à agir de la même façon. Tu sais, pas de la même façon de agir aussi, mais pas de la même façon que nous. Tu sais, on veut pas créer des petits modèles comme nous, mais juste encourager les gens à toucher à ce qu'ils aiment profondément puis à agir dessus. Parce que je pense sincèrement qu'on peut pas s'épanouir si on n'agit pas avec intégrité, avec la base qui nous habite. Ton vocabulaire me résonne. Je pense que le partage... T'as-tu un truc? Bon, on va dire, là, il y a quelque chose, là, il y a un fruit que tu connais pas, là. Je pense que ce que tu cherches, la posture que moi, je vois qui est juste, en tout cas dans le partage, c'est parce que là, tu parles de influencer, tout ça, puis, tu sais, j'ai senti dans ce que tu as nommé tantôt qu'au début où tu as commencé à approcher l'entrepreneuriat, il y avait une partie de toi qui se demandait, mais qui je suis, moi, pour influencer? Et je pense que la seule influence, mais pas la seule, attends, je vais enrober ça. Une influence positive que moi je trouve qu'on peut avoir, c'est, hey, il y a un fruit là, je le goûte, je suis comme, c'est bon, hey, goûte. Puis là, ça se peut que la personne, elle goûte, puis qu'elle dit, mais moi, j'aime pas ça. Mais parfait, moi, j'en mange. Là, moi, j'adore les litchis. C'est pas vrai, moi, j'aime pas les litchis. J'aime pas les litchis, mais ma fille aime pas ça non plus. Mon gars, il adore, puis Claude-André, elle aime les litchis. Bon, mais écoute, c'est magnifique, là, tu sais. Content que t'aies trouvé quelque chose que t'aimes. Moi, j'aime pas ça. Et c'est ça, la plus belle inspiration qu'on peut porter. C'est comme, il est possible d'aimer sa vie.
Et ça part juste, et puis quand on aime sa vie, mais ça rayonne autour, et les autres font comme, mais là, voyons donc, moi aussi, je veux aimer ma vie, tu sais. Fait que ça part d'une écoute. Là, tantôt, tu disais, puis j'adore ça, de défaire toutes les affirmations d'ordre général. J'adore ça, parce que c'est comme, écoute, on sait même pas pourquoi on est là, tu sais. On sait même pas pourquoi on vit, on sait même pas c'est quoi la mort après, on sait même pas rien, tu sais. Je dis, c'est-tu important de manger du pain, il y en a un qui mange sans cuillère, c'est-tu important tout ça, j'en ai aucune idée, là, tu sais. Le seul truc que je sais, c'est que la vie, je pense pas que c'est supposé être plate. Mais s'il y a des épreuves. Ce que j'allais dire, tu disais, par rapport au mouvement naturel, à tout ça, puis là, on est fait pour s'incarner, puis passer à l'action, agir dans le monde. Puis moi, je pense, tu sais, ce qui m'est venu, parce que, donc là, je suis comme, ah oui, c'est important, ok. Premier truc, puis ça vient de mes vieux cours de logique en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est quoi le contraire d'une affirmation? Comment est-ce qu'on nie une affirmation d'ordre général? Ben, on trouve un contre-exemple. OK. Tu vois? Ouais. Mettons, peu importe, toutes les feuilles sont vertes, on va dire ça. Puis là, ben, j'en trouve une qui est jaune, puis je dis, ben non, regarde, ta phrase est fausse. Donc là, à chaque fois qu'on trouve une affirmation d'ordre général, je cherche un contre-exemple. Puis là, tu dis, c'est important de passer à l'action et tout. Puis moi, je suis comme, ouais, je pense au moine bouddhiste. Et il a un très beau rôle dans le monde. Mais est-ce qu'il est passif? Hey, mini pause! Si cet épisode t'inspire, tu peux inspirer quelqu'un d'autre en retour. Tu peux avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un review pour le podcast de Vivace. Dès maintenant, tu peux prendre ton téléphone, ouvrir ton application d'écoute et laisser un commentaire. Pas besoin de te casser la tête, écris une chose que tu as aimé de la discussion. C'est ce qui nous permet de faire rayonner des idées et c'est ce qui te permet d'aider quelqu'un en retour. Il n'est pas passif, non, il est très actif probablement à l'intérieur, mais il est très actif à son chemin, à explorer soi-même. Donc, tu sais, quelqu'un qui me dirait, moi, j'ai vraiment pas besoin du mouvement. Ce qui m'éclate, ce qui me fait du bien, c'est la peinture. Puis il devient Van Gogh, tu sais. Mais il est gros, il est surpoids, puis tout, puis machin, je veux dire, c'est sûr, il y a une partie de moi qui dit, hey, je serais pas capable de vivre comme toi. Moi, je suis tellement dans mon corps, puis c'est ça qui goûte bon pour moi. Mais en même temps, t'es en train de devenir Van Gogh, tu sais, je suis qui, moi, pour juger que c'est bien ou pas bien ou tout. Mais de la peinture, c'est du mouvement pour moi. Mais c'est un geste créateur quand même. Mais il y a plusieurs facettes. Voilà. Mais si on pousse à l'extrême, tu sais, l'inertie physique mène à la mort et à la maladie. T'sais, si notre corps est alité, on fait des plaies. Oui. Le corps n'est pas fait pour être immobile. Oui. Fait que ça, c'est l'exemple extrême, tu sais. Oui. Fait que je dis, mais je pense aussi, ça, c'est une autre discussion, mais je pense aussi que tout le monde on est fait pour bouger, les humains. Puis, on est vraiment fait. je te rejoins là-dedans. Je dis juste que, tu sais, on est fait pour tellement de choses. Ouais. Puis on est toutes rendus, tout le monde est rendu au point où c'est que c'est. Puis je veux dire, endosser une mission qui part pas de l'intérieur, mettons, quelqu'un qui regarde. Tu sais, dans la formation d'hypnose que j'ai faite, on parlait des 6 facettes du cube de la santé. Et le mouvement en est un. Après ça, il y a la nutrition. Après ça, il y a l'environnement de vie. Il y a le contact social. Il y a... c'est peut-être que quelqu'un que je vais voir qu'on va rencontrer, puis que les changements qu'il a besoin d'apporter dans sa vie en étant actif et en mouvement, ça sera pas le corps parce que c'est pas ça qui est le plus urgent ou le plus criant comme besoin non assouvi. Ça va être peut-être le contact social, par exemple. Tu sais, dire à une maman, tu te sens pas bien, va faire du cardio-poussette, et sérieux, là. Tu sais, je veux dire, oui, ok, mais c'est une influence ou ça part de toi? Mais ça tombe bien parce que c'est justement pas ça notre message. Voilà. Non, c'est pas ça notre message du tout. Puis quand je parle de passer à l'action, pour moi, c'est pas juste dans l'activité physique, cardiovasculaire, puis dans l'action comme étant quelque chose des grands gestes intenses. Je veux dire, s'asseoir, prendre une feuille, écrire un poème, c'est passer à l'action, tu comprends? Je pense que c'est ça, tu sais, puis c'est ça aussi notre vision du mouvement, c'est que justement le mouvement, ça a été trop vu comme juste cardiovasculaire, musculaire, puis des trucs de haute intensité, puis des trucs déconnectés de la vie quotidienne. Justement, de dire, ta vie quotidienne, il n'y a plus de mouvement, fait que va faire du cardio-poussette à part. Nous,
on revient là-dessus. On critique beaucoup ce modèle-là parce qu'il est dénué de sens, puis on reconnaît que si les gens n'ont pas envie de bouger, c'est parce que ça fait pas de sens dans leur quotidien. Oui, c'est ça. Mais l'idée de passer à l'action, c'est intéressant parce que ça devient une discussion plus philosophique. Je pense que c'est ça, c'est juste d'agir sur ce qui est important pour toi. Comme tu dis, moi, je suis pas là pour dire à la personne « T'es mieux de peindre que de jouer au squash, que de ci, que de ça. » Moi, il y a une citation j'en ai partagée dans l'infolette, c'était une danseuse qui disait « Je suis moins intéressée par comment tu bouges, je suis intéressée par ce qui te fait bouger. What moves you. I'm not interested in how you move, but what moves you. » C'est un peu ça ma vision, en fait. Oui. De revenir avec qu'est-ce que la personne porte en elle. Puis c'est là que même dans notre modèle d'action avec Viva, ça me laisse l'opportunité d'en parler, mais ça fait des années qu'on s'intéresse à c'est quoi bouger, puis pourquoi bouger. Puis là, on est dans le comment. Puis on veut pas que le comment on bouge à l'ère moderne, ce soit des principes rigides ou une recette, de dire tu dois faire tant de temps de tel type d'activité. Parce que c'est ça les protocoles en ce moment, tu sais. OK. Moi, j'ai réalisé, basé sur mon background en entrepreneuriat et en design, qu'il faut donner aux gens un modèle d'action qui les rend autonomes, en fait, dans leur réflexion, dans leur compréhension de qui ils sont, puis qui les mène à agir pour eux-mêmes. C'est ça qui fait qu'on crée des aides qui se sentent incarnées. C'est qu'ils comprennent comment agir dans le monde, peu importe leur geste, finalement, c'est quoi, puis mène à quoi. J'espère que c'est pour le bien commun, en tout cas, mais je sais pas. Mais... fait que dans notre modèle où on en est dans notre processus de comment se créer une vie riche en mouvement, je te sortirai pas une feuille en disant « Voici, Aurélien, ce que tu dois faire ». On est vraiment plus dans adresser les croyances, le paradigme, puis de comprendre comment on agit dans le monde qui revient à, c'est ça, des modèles d'action, des modèles de changement de comportement. Ça revient à la vulnérabilité, ce que tu dis, parce qu'un des axes qui bloque cette mise en mouvement-là, je pense... Il y a tellement d'affaires qui pop. Attends, là, c'est parce que je sais que la modularité des espaces, c'est super important pour vous, puis pour moi, c'est ça qui héberge aussi cette... Mais tout revient à la clarté de ce qui se vit en soi. C'est quelque chose comme une sensibilité, une reconnexion, puis une revalorisation de ça. Et dans la vulnérabilité, mais c'est aussi accepter de reconnaître ce qui souffre en soi. Et le légitimer, pas se dire non, mais arrête de faire ta chochotte, comment on m'a dit, arrête de faire la victime, ou bien c'était quoi donc? Bref, il y en a plein là, des belles phrases de pensée positive. C'est ouais, cale-toi ça dans ton miroir tous les matins, tu te le répètes 3 fois, t'es comme. Moi, je suis plutôt à dire mais non, regarde-le, c'est un cadeau. C'est un cadeau, ça va t'amener à traverser ça, puis à faire ce qu'il faut pour mieux te vivre. Puis si tu te vis mieux, probablement que ce que tu portes dans le monde, ça va être mieux pour tout le monde. Donc, ouais. Et cette vulnérabilité-là, puis de le nommer. Je sais pas pourquoi c'est autant mal vu. La vulnérabilité, les émotions, incluant les émotions négatives de ce que j'entends. Ben, négatives, on met des gros guillemets là-dessus. Là. Peut-être quelque chose de l'ordre des complaintes, mettons. Ouais. Moi, quand j'entends quelqu'un se plaindre, je suis comme, c'est intéressant. Puis là, je suis comme, ok, tu sais, bon, il va chialer, là, comme, mettons. Puis après ça, c'est comme, hey. Puis c'est comment que t'aimerais que ce soit. Puis c'est quoi le plus petit pas que tu peux faire dans cette direction? Puis là, il y a les yeux qui brillent, il y a des idées, il y a la créativité qui émerge. Et puis c'est comme, je suis vraiment curieux de découvrir qu'est-ce que c'est que tu peux faire pour ça. Mais quand ça part déjà de, mettons, ce que je vois que j'aurais envie d'inciter, c'est cette espèce d'occultation là. Non, moi ça va bien, j'ai pas de boule noire, tu sais, je suis comme oui. Puis à partir de là, ben c'est là où en fait c'est contre-productif. C'est vraiment intéressant parce que je pense que justement, vu que beaucoup de nos relations se sont faites dans la transaction ou parce qu'on se faisait mettre dans des contextes sociaux sur lesquels on n'avait pas de pouvoir. On se fait amener à l'école, puis c'est comme ça, c'est tes amis, puis après tu changes d'école, puis on dirait qu'on n'avait pas de sentiment que les relations se présentaient à nous. T'sais. Puis après ça, on bâtit des relations transactionnelles en dehors, au travail, pendant une vie commerciale. Ben, je pense qu'on n'apprend pas à entrer en relation réellement avec l'humain. Puis par rapport à la boule noire, tu sais,
je vois comment moi, j'étais tellement pas confortable avec cette partie-là de moi que je voulais pas l'exposer aux autres. Mais je vois aussi que j'étais pas capable d'accueillir pleinement ça chez les autres dans certaines situations parce que, si on revient aux croyants, au fond de moi, je pense que j'avais peur que la noirceur gagne. Oui. J'avais peur que la noirceur gagne. Tu sais, des fois, c'est dur d'accueillir la noirceur de l'autre personne si, au fond de nous, on ne croit pas profondément qu'il y a de la lumière puis qu'on peut agir puis que ça peut être autrement parce que je pense qu'on peut juste, pour des personnes sensibles, accueillir ça, mais que ça reste en nous puis qu'on devient aussi anxieux ou triste que l'autre personne, mais ça reste, puis c'est normal. Je pense que c'est important d'être empathique. Mais moi, ma crainte, c'est que ça allait être trop pour moi, puis les émotions difficiles prenaient trop de place. Puis il a fallu que j'apprenne dans ma vie à nourrir, à dire oui, je suis sensible, puis je remarque qu'il y a des choses qui clochent, puis il faut que je l'écoute, puis je peux le nommer, puis ça me fait du bien au lieu de le nier, parce qu'effectivement, j'essaie longtemps de le tasser. Puis là où on se sent mieux, puis là, j'en reviens à mon idée que c'est en passant à l'action, mais c'est de dire, il faut utiliser ça comme un messager. Oui. C'est ça qui est dur, hein. Il faut écouter les émotions négatives, mais il ne faut pas se morfondre. Parce que si on reste dans la noirceur, je veux dire, c'est pas une vie non plus. Mais pour s'en sortir, il faut d'abord écouter, puis après, il faut agir. Mais dans le sens que agir, ça peut être de recadrer sa pensée, faire un mini-geste, un premier pas, comme tu dis. Puis j'ai réalisé que la clé qui manquait dans ma vie à moi, c'était l'espoir profond que les choses peuvent vraiment être meilleures. Okay. Parce que sinon, on carbure beaucoup. On carbure beaucoup à la peur, tu sais. Ouais. Puis d'être capable d'accueillir l'autre dans ses émotions négatives, je réalisais que ça me rendait inconfortable parce que ça ébranlait ma croyance. J'étais là, est-ce qu'elle a raison de voir juste du noir? Est-ce que c'est ça la vie? Elle ébranlait ma vision du monde. Puis j'étais là, plus je nourris l'espoir, puis une croyance sincère à la bonté de l'univers, pas juste une vision aveugle, positivement aveugle, mais là, je me sens peut-être un peu plus confortable avec les émotions difficiles. En tout cas. Tu touches à un truc vraiment profond aussi, que là, ça me remonte dans les... Je le dis dans l'interview du musée Bol, là, quand ils ont fait l'interview sur les métiers, mais la première année de vie de ma fille, j'étais en fait, c'est ça, avec Claude, avec la maman, on s'est rencontrés, puis 3 mois plus tard, elle était enceinte. Fait que c'était comme... Moi, j'étais parti pour faire un tour de France à vélo, puis tu sais, freestyle. Puis là, c'était comme... OK, non, là, OK, oui. On y va. On est pas... je suis papa, puis on va bâtir de quoi pour que ça soit bienveillant, présent, puis ainsi de suite. Donc, et à ce moment-là, j'étais en permis de travail au Canada, fait qu'il fallait que je garde mon travail pour pouvoir rester. Donc, je suis retourné à l'université, dans un compromis, un ajustement, mais ça me grugeait en dedans, là. Et ça a été vraiment une année de confrontation entre la lumière de ce petit être-là qui s'émerveille de tout, puis qui demande beaucoup, là, puis puis le monde de l'université qui ne me convenait pas, donc qui me jouait dans une noirceur. J'avais beau faire dans le temps du job crafting, qui est une pratique on identifie on distille ses besoins, fait que là, ça va être comme, je me sens vraiment enfermé, moi aussi, j'avais un bureau pas de fenêtre et tout, mais, écoute, je vais aller prendre une marche dehors à toutes les 45 minutes. Fait que je faisais de l'ajustement pour reprendre le pouvoir sur tout ce que je pouvais avoir, pour minimalement, tu sais, pas être en carence totale de tout, et puis, mais c'était toutes des patchs, là. Fait que j'ai passé mon temps à patcher quelque chose qui me noircissait, puis j'étais comme, OK, c'est bon, j'ai fait du yoga. OK, c'est bon, j'ai pris une marche. OK, tu sais, c'était comme, pour arriver à la maison, puis pas transférer à ma fille que la vie, c'est une lutte contre le noir, tu sais. Et ça a vraiment profondément construit, puis enraciné c'était même plus une raison d'espoir, là. C'était une nécessité pour pas gâcher cette boule de vie lumineuse, là. C'est comme, non, je vais te montrer, et puis si je le fais pas pour moi, parce que ça faisait des années que je cherchais comment le faire pour moi, mais là, je vais le faire pour elle. Pour elle, je vais lui montrer que c'est possible de se construire une vie qui est lumineuse, qui prend soin, dans laquelle on se sent bien. Et j'y suis, là. C'est vraiment fou, hein.
Si je décris ma vie, là, aujourd'hui, là, écoute, comme moi, c'est un cadeau, là. Tu sais, tant que ça dure. Ça durera le temps que ça dure, mais c'est cette posture-là de passer à l'action, oui, ok, parfait, je suis totalement d'accord. Cette action-là, c'est première, reconnaître puis accueillir que comme, ben non, il y a des trucs qui vont pas, puis après ça, c'est comme, c'est quoi le petit truc qu'on peut faire, puis des fois, ça prend des pas plus grands. Et l'audace, un peu d'audace. Mais tu sais, l'idée de méditer ou de prendre une pause, de réfléchir, c'est pas, pour moi, c'est pas de la passivité. Tu sais, énergétiquement, c'est pas la même chose. Tu sais, je parle vraiment de l'inertie spirituelle. On le sait, là, quand on écoute un film, là, puis on se sent aussi pire avant de l'avoir écouté qu'après. Tu sais. On le sait quand on scroll pendant 10 heures, puis que c'est pas nourrissant. On le sait quand on mange de la junk, puis qu'il y a un mal-être à l'intérieur de nous qui reste quand même. Tu sais. Mais ça se peut qu'on soit devant un film, puis qu'on est en état actif parce que il y a un travail profond qui se fait émotionnellement. Je pense que l'épanouissement humain, c'est quand on est là, quand on est là dans notre vie, quand tu parles d'habiter son corps, habiter sa vie, habiter ce qui nous entoure, on le sait, là, on n'est plus là, des fois, dans notre vie. On est des consommateurs passifs. C'est une des grosses réflexions qu'on a, moi puis Vince, justement, on adore notre travail, mais ça se fait devant un écran. Puis on a des réflexions très critiques par rapport à certaines technologies. Mais on veut pas juste critiquer une technologie, on veut montrer que, en fait, oui, il y a des bénéfices, mais il y en a que des revers. Il y a des technologies qu'on analyse, il y a des technologies qui existent, qu'on voit juste les bénéfices. Puis c'est là que ça peut devenir un terrain glissant parce que des fois, il y a des négatifs, puis il faut les adresser. Nous, on a pris la parole par rapport, mettons, aux couches pour enfants, de dire, oui, ça amène de la simplicité, c'est ça, mais voici le revers de la couche, Puis, le message, c'est genre, il faut juste utiliser les choses de manière consciente. Puis pour nous, ça revient à la même chose avec les écrans, l'Internet. Moi, j'avais une grosse dissonance cognitive, de parler de mouvement, mais qu'une grosse partie de mon travail se fasse assise, Puis on essaie puis on réfléchit aussi beaucoup avec Marc Aurèle à qu'est-ce que nous, on va lui enseigner par rapport à l'usage de certaines technologies, Puis une des réalisations, c'est qu'il y a une différence énorme entre utiliser, mettons, un cellulaire pour documenter sa vie, puis créer des histoires, puis créer, puis partager avec d'autres personnes, puis entrer en résonance, versus le même outil, l'utiliser assis tout seul dans sa chambre, dans un état dépressif qu'on est visiblement pas bien pour consommer le contenu des autres, C'est comme... Puis... Ouais, ouais. Ça revient à qu'est-ce qui nous fait sentir vivant. Tu le disais, cette source-là d'énergie en nous qui est inépuisable, là, c'est tough à décrire. mais pour moi, quand c'est vivant, c'est parce qu'il y a du mouvement. Il y a quelque chose de... Ouais. Ben oui, la remise en mouvement. Hey, c'était-tu tout ça que tu voulais parler? Écoute, On est-tu encore dans le village d'attachement? Puis... Ben, sûrement, parce que c'est quand même... Ouais. Tous les liens, là, comme, qui se passent autour, puis qui sont permis par ce mode de vie que j'ai, puis qui nourrissent, puis qui sont... Ça vient de là, c'est comme tout... Le fait que je fasse du pain, là, honnêtement, là, c'est un détail. Le fait que je fasse du pain puis des pizzas, c'est vraiment un détail. Mais là, quand même, j'ai vraiment le goût de trouver ma recette de brioche au levain. Yes! Vraiment, là. Puis... Ben, non, je comprends ce que tu veux dire par rapport à faire le pain, c'est un détail. Je pense que ce qui émerge de la discussion, puis ce que je suis vraiment contente d'entendre, c'est tout l'aspect, l'intention derrière, puis l'énergie qui t'habite, puis comment ça s'est concrétisé. Puis quand je pense à toi, je pense à rien, je pense au-delà des pains, je pense à un lieu, puis je pense à une énergie de ce lieu-là. Il y a un lieu, puis les humains qui sont là, puis je serais curieuse de savoir, justement, quand on a tout en nous l'aventurier, qui veut de la liberté, puis qui veut justement se déraciner pour aller explorer le monde, puis on a la personne qui veut comme faire la même chose chaque jour sur son territoire, se lever, puis prendre son chocolat chaud en regardant le paysage, Ouais. Puis moi, je m'étais dit que j'aurais jamais nécessairement un commerce avec pignon sur rue parce que mon aspect aventurier était trop grand, puis je me dis, je peux pas me lier à un lieu comme ça, Mais je réalise que je peux pas passer ma vie
en nomade parce que j'avais un besoin. En tout cas, je pense qu'il y a différentes saisons dans notre vie aussi, tu sais. Puis je serais curieuse de savoir pour toi, porter un lieu comme ça, en fait, c'est l'engagement envers, OK, ce local-là, je le paye, il faut que j'agisse pour payer le loyer, que je le remplisse. C'était-tu un défi pour toi de cet engagement-là vers un lieu fixe? Si c'est un défi, puis comment tu navigues ça? T'es sur le gros vif de quelque chose de très actuel qui se vit, enfin que je vis. C'est quoi la réponse? Bon, je vais parler de ce que ça a été. Quand on a emménagé à Waterville, tu sais, j'ai changé de pays. J'ai beaucoup bougé. Puis là, il y avait vraiment dans ma conception des choses, les liens, l'appartenance, c'est quelque chose qui pour moi sont vraiment importants pour les enfants. Puis dans ce réseau d'entraide, c'est comme, je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais tu sais, le nomadisme ou ce qu'on se crée comme vie, là, ça peut être super quand tout va bien. Quand tout va bien, écoute, tout va bien. Moi, je peux être tout seul dans le bois, je peux partir. Puis c'est quand ça commence à aller, quand il y a des trucs qui commencent à aller moins bien, que là, on se rend compte de l'importance de notre tissu social, de l'importance de l'entraide. Il faut que j'emmène mon gars à l'hôpital. Ma fille, elle reste avec une amie et sa fille de 4 ans. Ils jouent ensemble. Je sais que c'est pris. Puis la poum, il y a une autre amie qui se casse le poignet. Hop, 2 enfants de plus qui arrivent. Tu sais, c'est comme toute cette décharge-là ou cette entraide-là est extrêmement précieuse pour quand ça va pas. Puis ça va pas tout le temps. Il peut y arriver n'importe quoi, tu sais, sans avoir peur. C'est juste constater, là encore, notre vulnérabilité. Tu sais. Et pour moi, donc, un village, c'est une communauté, c'est un tissu social. Puis là, dans les 2 derniers mois, ce tissu social-là, il m'a sauvé. Tu sais. J'ai beau avoir fait du yoga, de la méditation, être quelqu'un de stable, mais ce réseau-là, il m'a sauvé. Tu sais. C'est une grosse leçon d'humilité. Tu vois? Fait que pour moi, dans cet écosystème-là, payer un local, j'ai le goût qu'il soit plus autogéré, j'ai le goût qu'il y ait d'autres activités qui s'en viennent, puis c'est en train, c'est pour ça que je garde le vide, que je le remplis pas de moi avec mon énergie, parce que dans ce cas-là, je deviens indispensable, complètement indispensable. Il y a une zone où je veux être indispensable, c'est pour faire du pain parce que j'aime ça. Les pizzas, c'est déjà plus moi qui les fais, ou en grande majorité. Les cours de yoga, j'ai tout monté l'espace, il y a le matériel. J'en ai pas donné encore dans cet espace-là des cours de yoga. Là, il y a des concerts méditatifs qui s'en viennent et tout, j'ai le goût d'y contribuer. Mais tu sais... Donc, c'est un espace qui se remplit de toutes ces énergies-là. Puis à un moment donné, je vais me sentir... mon objectif, c'est de me sentir assez à l'aise pour pouvoir tirer la plug, partir 3 mois. Puis que l'affaire continue. Est-ce que c'est les Pains d'Aurélien qui va continuer de payer ce local-là, ou bien est-ce que ce local-là va prendre une autre forme, une autre enseigne, puis les Pains d'Aurélien seront juste une entité à l'intérieur? On verra rendu là, mais pour l'instant, je suis le gardien de ces frontières-là pour permettre, puis ça c'est peut-être ce qui me remplit d'espoir, puis c'est peut-être là que mon militant il s'exprime. Je crois beaucoup à tout le registre lexical de l'autogestion, du bien commun, des initiatives personnelles, aux entrepreneurs associés et aux pratiques alternatives et solidaires. Pour moi, c'est mon registre lexical. Tu sais. Et c'est en train de se passer. Je suis choyé. Finalement, ça répondait à la question de l'épisode, mais quand on voit le podcast, c'est toujours des discussions, puis je trouve qu'une discussion a sa vie en soi. Ça, c'est quelque chose d'organique, puis j'aime avoir l'espace pour que les choses émergent, puis les nourrir un petit peu. Puis sur le thème de l'humain, je réalisais que j'avais la vision de Aurélien dans le village, tu sais, fait qu'il y avait la réflexion sur le village, mais je réalise qu'il y a comme un autre cercle social que j'entends, c'est l'aspect les gens dans une plus grande proximité autour de toi aussi. Mm-hmm. Tu sais, je réalise qu'en fait, dans notre vision de la vie de clan, c'est qu'on en parle beaucoup, il y a différentes grandeurs de structures sociales. Tu sais. Oui. Tu sais,
on essaie de montrer beaucoup que la famille nucléaire, le couple, c'est pas l'unité de base pour les humains. Il faut un cercle un petit peu plus grand. Mais avant de justement vivre en camp de 20-30 personnes, c'est plus réaliste aussi des fois de commencer par un cercle un petit peu plus proche de nous, puis sur lequel on sent qu'on a un lien direct avec des humains, tu sais, qu'on n'a pas besoin de tout de suite acheter une terre, puis essayer de créer quoi avec peut-être des étrangers, mais au contraire, de justement quand ça part de soi, puis qu'il y a un projet qu'on adore, il y a un tissu social, des liens qui se créent juste autour de ça, des fois, tu sais. Tu sais, quelqu'un aime le jujitsu. Ma soeur aime le jujitsu, allô, Josiane. Tu sais, elle va y aller chaque semaine. Oui. Juste le fait d'être là, puis de faire quelque chose qu'elle aime. À un moment donné, elle va bien parler. Même si elle voulait pas, elle va au moins échanger quelques phrases avec quelques personnes, tu sais. Puis là, t'apprends que, une telle ou ça, elle a des enfants. Hey, oui, ils pourraient venir jouer. Oui, il y a une garderie, là, qui ouvre. Non, tu sais, comme... C'est tout. Tu sais, le premier pas, des fois, c'est juste de s'inverser dans quelque chose qu'on aime. Puis, tu me fais réaliser que j'avais pas réfléchi à Aurélien aussi, qui aspire à ce que ce lieu-là soit animé aussi par d'autres créateurs autour de toi. Tu sais. Oui. D'autres, mettons, tu sais, moi, j'ai un réseau proche, puis d'autres qui ont leur réseau proche, puis tous ces réseaux-là qui se touchent. Après, il y a des choses qui peuvent être plus gros, là. Mais dans ce que tu nommes, là, il y a comme... Tu sais, il y a beaucoup de lieux... On a eu une expérience vraiment intéressante à la Généreuse avec le poulailler. Au début, c'était organique. Chacun y allait comme il voulait, chercher les œufs quand tu avais besoin. Puis là, ça créait des rencontres spontanées. Puis avec des discussions, on se retrouvait à discuter de telle prochaine fin de semaine, on pourrait... À un moment donné est arrivée l'idée de structurer ça pour rendre ça plus efficace, parce que pour alléger le fait de penser si on y allait, tu sais, comme un besoin de sécurité là, qui vient avec la structure. Donc, puis là, il y avait la proposition de structurer ça vraiment une journée par personne, et ainsi de suite. On a perdu tous les contacts sociaux. On a perdu tous les contacts sociaux qui se passaient autour du poulailler, autour d'un lieu d'usage commun dont tout le monde a besoin. Et on a remplacé ça par, là, dans cet exemple-là, des outils, on va dire, modernes de communication qui finalement nourrissent pas le lien. Nourrissent pas le lien, parce que pour le lien, ça prend de la présence physique. Bon, il y a 80% du langage qui est non-verbal. Fait que quand j'écris un texto, je peux faire de la CNV, mais c'est pas de la communication. Ouais, en tout cas. Donc ça, c'est un bon exemple. Tu sais, je pense souvent au lavoir. Quand on allait laver son linge au centre du village, t'en as besoin. Donc soit ça part d'un élan, d'un truc qu'on a envie, soit ça part d'un besoin. Puis refaire des lieux de besoins, des besoins communs, là, qui répondent à des besoins. Tu sais, un café Internet, là. Un café Internet. T'as plus Internet chez vous, puis là, pour avoir Internet, t'es obligé d'aller au café. Qu'est-ce qui va se passer, Julien? Fait que c'est tout ça, là. T'as-tu faire un café Internet, Aurélien? C'est ça? Il y a déjà Internet, puis le vendredi, c'est pas mal ça que ça ressemble. Ça serait old school de ramener ça, café Internet. Quand j'ai pensé à anti-café, finalement, je suis comme... paye à l'heure, accès à tout. Je suis comme, je fais un cybercafé, quoi. C'est ça qui est en train de se passer. Mais... non, mais en fait, la discussion, je trouve, répond à... m'apprendre des choses sur tisser du lien humain, tu sais, parce qu'on a parlé de qu'est-ce qui fait que nous, premièrement, on se sent mobilisés, puis on aime notre vie. Ça, c'est important, tu sais. Puis, tu sais, tes réflexions sur le fait que notre besoin de sécurité, la façon qu'on crée les structures influence les dynamiques sociales. Puis je pense qu'une des grosses erreurs, c'est d'appliquer à des petites communautés des principes de grandes organisations. Ça, je le voyais en entrepreneuriat. C'est un discours qu'on avait en entrepreneur. On ne peut pas apprendre à un entrepreneur qui a une étape d'idéation puis de démarrage. Les modèles de grandes entreprises ne peuvent pas s'appliquer. Tu ne peux pas commencer à parler de gestion d'opération alors que c'est un projet où tu es dans l'énergie, dans l'idéation, puis que le but, c'est de donner la première forme à cette chose-là. Tu sais. Puis je pense qu'un des problématiques, justement, encore une fois, parce qu'on cherche des repères sur comment créer du lien humain. Puis si on essaie d'appliquer des principes, des structures à des petits groupes, c'est là que t'enlèves l'âme. Je pense qu'il faut comme un seuil, une quantité de personnes pour que ces règles-là valent la peine. Parce que sinon, il y a une énorme lourdeur qui est appliquée à des petits groupes.
Puis là, justement, c'est intéressant, l'exemple du poulailler, c'est comme là, vous croisiez plus, parce que là, chacun avait sa journée. Puis là, mais là, le besoin de socialiser est plus là. Fait que là, un des réflexes, ça pourrait être de dire, OK, ben d'abord, tel jour, on retombe dans l'ordre. Tel jour, d'abord, on se rencontre. Tu sais, puis tout reste, toute la vie sociale devient planifiée puis structurée. Puis je pense que c'est ça qui est difficile, en fait. La question, c'est comment on crée un lien spontané qui ne demande pas d'effort. Parce que c'est ça qu'on vivait avant. Ouais. Puis de nos jours, quand tu enlèves le sens dans ta vie, tu sais, quand tu travailles à ta job, qu'on n'aime pas une job intellectuelle de bureau, puis nos collègues sont peut-être gentils, mais c'est pas notre réseau social, là, on revient à la maison. Tout est fragmenté. Hein? Tu sais, tout est fragmenté. Puis c'est comme, OK, ça, c'est le temps pour socialiser. Ça marche pas, la vie. C'est comme, je vais socialiser tel jour dans tel contexte. Je vais faire mon activité tel jour dans tel contexte. C'est là que la vie fait plus de sens, puis qu'on est étourdi par une liste de tâches infinie. C'est que tu peux plus juste aller à un endroit puis combler plein de besoins puis là, c'est en la même relâche, fait que tu t'en vas en vacances, puis c'est cette semaine-là, puis là, tout le monde part en même temps, fait que là, écoute, c'est absurde sur l'utilisation des ressources, en plus. Ce dimensionnement en pic, là, c'est absurde d'être toutes synchronisées de la même façon. Imagine, c'est comme mettons, la semaine de relâche, là, tu sais, pour partir en vacances. Là. C'est comme si t'as une toilette, puis là, tu donnes 5 minutes à tout le monde. Hey, tout le monde va aux toilettes. T'es comme, il n'y a plus de toilettes. C'est stupide, là. Je l'ai pas vécu encore, Marc-Claire, le pas de relâche. Ah, toi, t'es pas en école maison. Ouais, on est en école maison. Mais le concept de semaine de relâche influence quand même. En fait, c'était un exemple pour dire à quel point on dimensionne cette sursynchronisation qui vient d'une surstructuration, là, a des conséquences en termes de flux énergétique, là. Puis là, on parle de puissance. Puis là, si on parle de sobriété énergétique et tout, en fait, ce concept de puissance, il est vraiment important. Je vais là-dedans? Ouais. Écoute, on a encore un peu de temps. Bon. Puis ce filon-là m'intrigue trop. Ben, regarde, c'est l'idée de dire, je vais dimensionner ma voiture pour tirer ma remorque une fois par année. Fait que je vais prendre un F-150 qui a un gros V6 de 6 litres 5, puis qui consomme, il consomme toute l'année comme un gros V6 de 6 litres 5, tu vois. Pour l'utiliser une fois. Ça a un coût énergétique, alors que une petite voiture qui consomme 3 litres au 100 irait très bien. Donc ce dimensionnement-là en pic énergétique, il est comme... Et puis pourquoi on fait ça? Mais parce qu'on veut toujours soit surstructurer puis se sursynchroniser, ou bien on veut se préparer au pire, ou bien... mais c'est toujours... alors que quand on est dans une vie plus organique, où on se laisse aller à... Ah ben là, poum, il y a une discussion de 15 minutes qui émerge et tout. La vie devient magique pour vrai. Hein? Quand on remet de la fluidité, de la souplesse, du mouvement, on revient au mouvement. C'est ça que j'aimais des soirées pizza, c'était de dire comme, je me pointe là, puis il y a quoi qui va se passer. C'est tout le temps ça, là. Tu sais, je me disais pas comme, faut que je parle à tant de personnes. Il y a des soirs où on a à peine d'interaction avec les autres, puis c'est correct, parce qu'on joue avec ma Corelle, où on mange une pizza, puis des fois on quitte plus tôt, puis il y a des fois où, comme, on parle à 15 personnes différentes, puis il y a des fois qu'on rencontre des nouvelles personnes, puis... Fait que notre engagement, c'est juste de se pointer. Ouais. Puis après ça, il y a quelque chose qui arrive. Tu sais, c'est impossible d'être côte à côte avec autant de gens. Dans le design, en fait, c'est ça qui m'intéresse, dans le design du lieu. Le fait que, tu sais, quand je l'ai connu au Mandragore, puis c'est la même chose encore au Fournil, là, c'est que les tables peuvent se déplacer. Juste ça, là. Le fait que les gens sentent qu'on peut modifier l'espace pour créer des tables plus grandes, pour créer des tables plus petites, il y a un sentiment d'appartenance qui est plus grand, puis qui nous sort du restaurant. Dans ma tête, le Fournil, c'est les soirées, je m'en vais pas au restaurant. Mais non, ouais. Non, c'est vraiment pas ça. Je sais pas comment je l'appellerais, tu sais, je me pointe, puis on dirait c'est après avoir une vie tellement structurée, là, justement. L'université, tout avait sa place, puis là, je m'entraînais, puis dès qu'il y avait un vide, je le remplissais. On dirait qu'on arrive à un moment où on est comme, OK, non, on veut être dans un lieu, puis on veut qu'une grosse partie de notre vie soit dans la spontanéité. Mais c'est tough parce que il faut au début, comme des fois, faire des actions délibérées pour... Tu sais, comme là, on a commencé à faire des soupers entre amis pour se voir chaque semaine, pour apprendre à se connaître, parce qu'on se connaissait un peu, mais... Tu sais, fait qu'il y avait un aspect structuré initialement pour que le lien se crée, puis qu'après, il y a d'autres choses plus organiques qui poussent naturellement, puis sans forcer quoi que ce soit, tu sais. Mais ouais, de l'espace. Ce que j'entends aussi beaucoup dans ton discours, c'est
Puis je pense que c'est nécessaire dans tous les processus créatifs. Il faut des moments de latence. Il faut de l'espace. Puis c'est inconfortable des fois parce qu'on veut remplir. On veut remplir, Ouais. puis on veut structurer, mais de rester là puis de dire ça, c'est pas mûr, ça, c'est pas prêt, ou il y a quelque chose qui va pousser, mais c'est... Tu sais, de voir la petite plante comme quelque chose de précieux C'est ça. à cette étape-là où on en est, mais d'avoir l'espoir, la confiance pure que la vie continue puis ça va pousser, mais... Fait que en tout cas... Oui, la structure va pousser, c'est ça que tu dis. Ben, c'est comme, voilà. c'est traversé, la structure va émerger d'elle-même. Ouais. Souvent, tu sais, comme je suis arrivé au lieu, ma première question, ma première action, ça a été de faire le vide de tout. Genre, j'ai enlevé, j'ai strippé, là, j'ai enlevé les comptoirs et tout. Puis après ça, c'était d'être à l'écoute. Qu'est-ce qu'il veut, ce lieu-là? Puis cette écoute-là, elle permet de... Ben déjà, ça rend les choses vachement plus drôles, tu sais. Parce que si je suis juste là à me regarder moi... Ben, mais là, il y a un besoin de transcendance qui est répondu avec ça, d'être comme, ah oui, qu'est-ce que veut cette chose-là? Puis après, ben, tu le nommes, puis je le vois chez vous, c'est la modularité. Parce que pour que les gens ou les choses ou les projets puissent vivre dedans, puis ça, on a travaillé avec Diago, avec Benoît, c'était un gros contrainte, là, t'imagines? On veut faire une salle à manger, mais en même temps, en 5 minutes, on veut que tout s'enlève, puis que ça puisse faire studio de yoga, puis en même temps... C'était drôle, là, il y avait le concept de cube qui a émergé, qui est pas encore là, mais en tout cas, c'est dans les airs, ça va flotter, ça va arriver un jour. Mais cette modularité-là, elle est super importante. Pourquoi? Pour rendre possible le mouvement. C'est toujours ça. Fait que des roulettes, une table qui bouge, un truc, la paume, et puis après ça, l'autre truc qui est, une fois que tout est modulaire, puis qu'il y a de l'espace, ben l'enjeu d'après, c'est que les gens comprennent, oui, vas-y. T'as le droit. Prends des initiatives. Puis là, c'est en train de se passer, tu sais, au niveau de l'utilisation de la salle. Le mot commence à se passer. Béatrice. Ah, mais je peux avoir accès à la salle lundi soir? Ah oui, Béatrice. Mais comment je fais pour accéder? Tiens, la clé. Puis là, la clé, ça commence à me déranger, la gestion de clé. Là. Il faut que je mette un digicode pour même plus avoir à être là, en fait. Qu'est-ce qui, justement, dans la vision du fournil, mais c'est moins dans la vision, mais dans l'intuition peut-être, c'est quoi la prochaine année? Ah oui, c'est vrai, t'avais ça comme question. Moi, Mais- je pense que c'était comme... comment On a- s'annonce ton année, puis comment s'annonce ta prochaine décennie, tu penses? Ben, la prochaine année, pour le... attends, il y a 2 niveaux, là, j'allais te répondre au niveau personnel. Au niveau personnel, j'ai beaucoup de structures à retrouver. Maintenant, on va dire ça. Mais c'est un beau défi parce que je vais pouvoir le retrouver comme en partant de... Je me connais mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans, 4 ans, que même hier, là, tu sais, fait que c'est intéressant. Puis au niveau du fournil, ce que je sens là, c'est qu'il y a... comme je dis, la prochaine année, là, ça va être l'année de l'émergence de cet outil-là comme un outil commun, un outil collectif. Puis là-dedans, là aussi, ça va être la reconnaissance des frontières qui sont saines à garder pour les pins d'Aurélien versus ce qui est de l'ordre du bien commun versus ce qui est... Fait que ça va être beaucoup d'architecture, de dynamique collective, de respect, de trouver qu'est-ce qui te respecte, qu'est-ce qui me respecte, où c'est qu'on... de l'ingénierie sociale, tu sais, vraiment. Ça va être ça ça va être ça qui s'en vient. Puis la prochaine décennie, dans 10 ans. Dans 10 ans, j'aurai 46 ans. Je sais pas. Ben, ce que j'aimerais, je sais même pas. Ouais, c'est ouvert. Il y a un monde de possibles. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'enracine, enfin que je sens vraiment très posé sur Waterville. OK. Il y a vraiment, tu sais, quand j'en parlais ce matin, puis avec une amie, puis on se disait, ah, imagine ça quand nos enfants, ils vont être ados, puis tu sais, ou mettons 12, 14 ans, puis tout, puis il y a quelque chose de magique à Waterville dans l'échelle.
Mhm. Puis là, on pourrait embarquer sur la discussion entre nomadisme ou sédentarisme. Moi, nous, notre réponse pour la décennie, ce qu'on n'aimerait pas là, je crois, c'est du semi-nomade. C'est comme, je sais pas si on est dans le déni qu'on veut pas renoncer à ni un ni l'autre, fait qu'on veut, on veut vivre les deux, là. Ouais. Mais on aimerait avoir... parce que si on veut au Québec, c'est à Waterville par les humains qui sont là. Ouais. On a trop des belles amitiés, puis il y a des projets qui nous nourrissent vraiment. Mais il y a aussi mes sœurs qui sont dans l'Ouest canadien, puis j'ai envie que mon fils connaisse son cousin, puis connaisse ses tantes. Fait qu'il y a une partie de moi qui... Puis l'école maison peut nous permettre aussi d'avoir justement, on n'est plus synchronisé au rythme d'une société qui nous correspond pas, tu sais. C'est ça qui nous intéressait aussi de l'école maison, c'est de faire « Oh, OK, la page est blanche. Ça va être quoi notre rythme, notre rythme de vie? » Puis de dire « OK, ça fait qu'on peut partir une partie de l'année, puis aller vivre là-bas un bout de temps, puis revenir. » Fait que, tu sais, ma vision, c'est... Ouais, pour la prochaine décennie, c'est est-ce qu'on va être... C'est ça. Est-ce qu'on va être capable de concrétiser ça? Ouais, mais comme je te dis, là, t'es en plein dans des trucs très actuels. Moi, je pense que moi aussi, je cherche à nourrir les deux. Là, cet été, je prévois de partir. C'est passé par plein de passes, là. Un moment donné, je voulais partir 1 an. Là, c'est rendu, je vais peut-être partir 2 mois. J'observe, mais il y a cet élan-là de savoir où c'est que je peux aller nourrir cette partie-là de moi qui a le goût de voyager, de se jeter dans le monde, dans les rencontres, et puis de revenir chargé de tout ça. Et là encore, j'ai des beaux exemples. J'en connais un en particulier, là, qui est... je le nomme souvent, là. Il y a un collectif de vie dans le centre de la France, puis ils sont aux commandes d'une entreprise autogérée. Le PDG est tiré au sort à chaque année, ainsi de suite. Puis quand il y en a un qui a besoin de partir, ben c'est juste un jeu de chaises musicales. Tu sais. Ça, c'est vraiment... Je veux dire, c'est possible, même dans les entreprises, il y a des années sabbatiques. Ouais. C'est vrai, tu me fais dire que l'idée d'avoir, mettons, un commerce ou un lieu physique, être gardienne d'un lieu, je trouve ça beau comme idée. Puis une partie, c'est comme si j'imaginais juste la continuité, que ça se faisait à perpétuité, mais en fait, c'est pas ça, tu sais. Si en fait, on est capable de passer le flambeau, puis que les gens s'approprient le lieu, ou même, des fois, il va peut-être être en dormance pour un certain temps, puis après, on ferme. Revient, je veux dire, regarde, c'est ouvert les vendredis après-midi. Ouais. C'est ça, réellement. Ouais. Là. On dirait, tu me fais dire, j'étais sur le beat industriel. Produire constamment, pour toujours. Non, je fais du pain le mardi puis le vendredi. Ouais. Puis mardi, il y a 2 semaines, j'ai dit, il n'y aura pas de pain ce mardi-là. Puis c'est bon, personne n'est mort, là. C'est comme... Il n'y a pas de prison, en fait. Souvent, les prisons qu'on se met, c'est parce qu'on tombe dans une track de préconception des choses. Puis à la fin, bon. Ouais, de dire, il faut que je fasse ça, il faut que j'agisse de telle façon. Là, il faut. Oui. Ouais, on se crée nos prisons, ça c'est sûr. On se crée nos prisons. Ben, il y en a qui nous les ont bien apprises aussi. Ouais. Ah, ça, c'est l'œuf ou la poule. Hein, mais... Tu sais, d'un autre côté, ceux qui ont, mettons, on prend l'abri végétal, Fred. Ça roule son affaire, là. Lui, vraiment... Ce que ça fait, c'est qu'il a un réseau d'employés de confiance. Puis il s'en va 1 mois et demi. Il s'envoie... je sais pas, ça fait peut-être 2 fois dans la dernière année qu'il est parti 1 mois et demi en congé. Puis là, il a son ordi, il check ses températures de serre, il fait des trucs à distance. Puis il a une flexibilité super bonne, ses employés sont super contents et stables, et puis ils savent c'est quoi les tâches qu'il y a à faire. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, tu sais, dans mon... Je continue à faire de l'ingénierie, de l'ingénierie des procédés. Tout mon process, là, je le sais exactement, ce qui est délégable, ce qui n'est pas délégable. Puis ce qui n'est pas délégable, ben, j'ai le goût que ça le devienne de plus en plus, que les systèmes soient robustes, et puis que ça puisse être mis dans les mains de n'importe qui pour que si je pars, la chose subsiste à mon départ. C'est tellement ça la clé, c'est de créer des structures qui nous permettent de la liberté ou qui nous permettent de réinvestir des ressources dans ce qu'on aime vraiment et non pas qu'on devient l'opérateur de la structure à perpétuité. Puis tu sais c'est quoi ben, en tout cas, ça j'ai touché ça dans les dernières semaines.
Le frein à ça qui nous empêche de faire ça, c'est un enjeu identitaire. Ce qui souhaite à l'intérieur qu'on reste indispensable, puis qui résiste à la mise en place d'une structure ou de quelque chose qui est comme... Puis là, tu sais, on a parlé de la segmentation tantôt, fait ça peut aller trop loin, là, mais ce qui résiste et qui veut s'attacher à un chaos que nous seuls on connaît, tu sais, là, t'as l'image du bureau, là, où... du bureau en bordel, où t'es comme, hey, est-ce que tu te rappelles-tu ce document-là? Ben oui, bien sûr, il est là, puis il y a juste cette personne-là qui peut le trouver. Mais c'est parce que il y a quelque chose qui, dans l'identité, si je suis indispensable, alors j'existe. Puis c'est de l'ego. Fait que ça demande d'exister, d'avoir un sentiment d'existence autrement. Donc, et tout ce qui est quasiment identitaire, que ce soit même les pratiques sportives ou les relations ou les activités professionnelles et tout ce qui... Il y a quelque chose en nous qui dit « Oh, je suis ça », puis ça devient identitaire, ben on est en train de se faire une prison. Et ça empêche le mouvement. Ouais, merci Yannick Morin. Vous pourriez l'inviter. C'est un préparateur sportif et tout ça qui enseigne à Bishop puis à l'UQAM que j'ai rencontré au Solstice Sauna. OK. Avec qui on a lien spontané dans les... On a eu j'ai pensé à lui en arrivant là. On a eu une super belle discussion par rapport à l'estime de soi, le physique. Et cette discussion-là a abouti à OK, mais à partir de quand la pratique physique peut même devenir une dépendance? Puis une pratique à risque. Puis la réponse, c'était à partir du moment où ça devient identitaire. Où, mettons, un sportif ou quelqu'un va se définir comme au travers va se reconnaître soi-même au travers de son activité sportive, se valoriser au travers de ça, mais à outrance, au point que ça devient son identité. Qu'il n'y ait plus rien d'autre, en fait. C'est ça le risque, je pense. Que ça devient la brique fondatrice de comme « moi, je suis ». Et là, c'est parce qu'il y a toujours le risque d'un accident, de trucs qui peut... Et puis là, ça devient une crise identitaire totale. Parce que la personne a l'impression de ne plus exister. Voilà, de perdre le sens de sa vie. Versus quelqu'un qui le fait parce que ça fait du bien. Puis... Mais la spécialisation pour sportive, l'avantage, c'est qu'on crée des athlètes de haut niveau, mais c'est que la spécialisation fait que tu as éliminé tout le reste. Oui. Mon frère est prof d'éduc, puis il disait souvent comme les autos de Formule 1 sont les plus performantes, mais sont les plus fragiles. Oui. C'est la même chose avec les athlètes qu'on est en train de créer en ce moment. Nous, notre vision du mouvement, c'est développer en réaction à ce modèle-là, en fait, où les enfants apprennent dans un modèle comme ça de spécialisation, des fois trop tôt, alors qu'on est fait pour bouger de manière généraliste. Je sais que là, on pourrait partir sur une autre heure là-dessus. Là, j'avais des questions sur le mouvement, mais je t'inviterai pour cette portion-là carrément, parce que je sais qu'on pourrait s'en parler longtemps. Mais Viva, c'est créer en réaction à ça, aux enfants qu'il n'y a plus de jeu libre. Ils se font embarquer dans des... Oui. Justement, on est dans juste dans le structuré, juste dans la spécialisation sportive. Puis c'est là le risque, c'est qu'on crée des athlètes performants, mais plus fragiles. Puis quand tu enlèves ça de leur réalité, il n'y a plus rien. Puis alors que si tu es polyvalent, puis si tu investis dans des activités que tu aimes sincèrement, ben le terreau, il est riche. Là. Mais je vais finir sur... Puis le mode de vie, là, juste dire rapide shortcut, là, parce que, écoute, c'est vrai. Genre, je l'ai vécu, hein. J'ai un mode de vie de fermier aujourd'hui, tu sais, genre, le mouvement fait partie de ma vie. Mais j'ai pas fait tant de yoga dans les dernières années. Et je suis en shape, là, ça n'a pas d'allure, là. Je fais mes routines de yoga qu'avant je rushais, puis je suis comme, il n'y a rien, là, il n'y a rien là, du tout. Fait que c'est vraiment comment il s'appelle, celui qui a fait les parcours d'hébertisme, c'est ça qu'il a remarqué. Quand il a été en Afrique, je pense, visiter les fermiers, puis là, il se disait, mais voyons, il ressemble à rien, tu sais, il est tout fin et tout, et il est plus en forme que mes athlètes que j'entraîne. Juste parce que le mouvement fait partie de la vie quotidienne. Ouais. Moi, je dis souvent que faire du portage d'enfants m'a donné des abs. Ah, j'avais pas d'abdos, là. Tu sais, je dis, ouais, mais, mais ce que je retiens de la discussion, c'est, je réalise qu'on crée dans les lieux physiques, dans nos réseaux sociaux, pas réseaux sociaux d'Internet, mais dans nos communautés, on crée, on manifeste ce qui nous habite, c'est ce qui part de nous. Ça part de nous. Si on a des croyances qu'il faut comme tu dis, qu'on fasse tout seul, qu'on soit indispensable, on va créer un lieu de travail, on va créer des structures qui reflètent ça, en fait. Mais si la croyance, c'est « Hey, je peux être un entrepreneur, puis je peux m'enraciner, mais aussi faire des voyages, puis vivre une certaine liberté, puis les gens autour de moi sont compétents, puis ont envie de l'idée des projets, mais c'est ça,
tu vas manifester, tu sais, tu vas nourrir ça, tu sais. Puis merci pour la discussion tellement riche. Je sais qu'on pourrait continuer pendant... J'avais l'intuition Oui, c'est bon. que la discussion allait être comme ça, puis que, genre, je voudrais juste en savoir plus sur tout. Mais je te remercie parce que je découvre aussi des facettes de toi. Tu sais, comme je t'ai dit, tu sais, je te voyais comme quelqu'un de très intuitif, puis je voyais aussi ton côté artiste, mais je vois aussi le côté ingénieur. Tu sais, quand tu parles d'ingénierie sociale, puis qu'il y a des réflexions approfondies, puis beaucoup de recherches sur comment tu veux structurer ta vie, puis, tu sais, faire vivre ce lieu-là. Fait que, en tout cas, je suis sûre que les gens qui nous écoutent aussi vont avoir apprécié entendre ton histoire. Bravo pour la synthèse. Ouais. Parce que, sérieux, ça a été divergent pas mal. Ah, ben c'est ça. C'est ça qui est le fun. Ben, c'est ça. Puis merci d'héberger cet espace-là. Ouais. Pour que toutes ces voix-là, j'ai vraiment hâte d'écouter toutes les... Tu sais, Catherine, que tu as reçue hier? Ou... Alors, c'est-tu la semaine passée ou l'autre d'avant? Il va sortir. Vos épisodes vont sortir un après l'autre. Parce qu'on n'a pas ce niveau-là. Tu sais, ça offre un espace, là, qui est atypique. J'ai pas ce niveau-là publiquement, je veux dire, de discussion. Là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est que les autres, Catherine, puis tout. Fait que, tu sais, là encore... Benoît va venir. Ah oui, Benoît aussi. Non, mais c'est ça, OK, c'est génial. On va parler de design pour la cohabitation. OK. Peut-être, parce que des fois, les discussions vont dans d'autres sens, mais encore une fois, réfléchir à le lien entre le design, puis les communautés, puis nos gestes, nos mouvements. Fait que, ouais, un autre invité. Puis éventuellement, Nicolas Williams, si tu nous écoutes. J'attends sa réponse, sinon il va faire partie d'une autre série. Là. Nicolas Williams, oui. Ouais. Puis, ouais, ça partait juste d'inviter les gens de notre vie qui nous ont vraiment apporté beaucoup de bien, puis que d'autres personnes, je sais, qui te connaissent de nom, qui côtoient de dire, ben ils vont sûrement apprécier découvrir une autre partie de ton histoire. Fait que merci d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Merci. Merci d'avoir été avec nous cette semaine au Studio Vivace et merci à tous les membres du clan Vivace. Grâce à votre soutien, on peut offrir du contenu gratuit comme ça chaque semaine. Ça soutient la quête de Vivace et ça permet de faire rayonner, de pousser les idées encore plus loin. Les membres du clan Vivace ont aussi accès à du contenu exclusif. Chaque mois, on se rencontre pour un ralliement en direct et on échange sur des thèmes qui ont toujours rapport à comment se créer un mode de vie plus vivace. Le clan finance aussi le projet sur lequel on travaille en ce moment. On veut créer une application privée, un espace d'échange pour parler de pratiques alternatives, jugées alternatives, en dehors des médias sociaux conventionnels. Si ça te parle, va à vivace.maison/joindre le clan et abonne-toi. C'est 7 $ par mois, ça donne accès à plein d'autres bonus. Bref, on se voit dans le clan.